Bonsoir. Pour commencer, je voudrais vous raconter une petite histoire. J'aime bien commencer mes prises de parole par des petites histoires. Ça permet de se rapprocher un petit peu. Et comme ça, on apprend aussi à se connaître. C'est une histoire que je raconte souvent à mon fils depuis qu'il est petit. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est l'histoire de l'étoile de mer. C'est un petit garçon qui est sur une plage et tout autour de lui, il y a plein d'étoiles de mer. Il y a un vieux sage qui se balade, qui marche et qui voit le petit garçon au loin, qu'il aperçoit, qui ne comprend pas ce qu'il est en train de faire. Il prend une étoile de mer et la rejette dans la mer. Il prend une deuxième étoile de mer, il la rejette dans la mer. Et là, il comprend qu'en fait, il est en train de remettre les étoiles de mer dans la mer. Il s'approche de lui, il lui dit « Mais t'as des milliers d'étoiles de mer autour de toi ? Ça va te prendre, je sais pas, des siècles si tu veux toutes les remettre à l'eau. Et puis regarde, elles reviennent. Comment tu vas faire ? C'est vain ce que tu es en train de faire. » Le petit garçon attrape une étoile de mer, il la jette à l'eau, il dit « Oui, mais pour celle-là, peut-être que ça comptera. » Je voudrais remercier le Racing Club de Lens et le Racing Cœur de Lens d'avoir organisé cette table ronde aujourd'hui. Parce que sachez que pour moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Parce que j'ai la sensation, à chaque fois que je viens prendre la parole, et que je permets aussi à des femmes, des hommes même, de prendre la parole sur des thématiques qui comptent, de peut-être sauver une étoile de mer. Et je pense que ce soir, on sauvera forcément une étoile de mer. Ça s'appelle un cercle vertueux à un effet papillon. Donc merci à vous d'être là et merci encore au Racing Club de Lens. Je pense que vous pouvez les applaudir. Ensuite, pour rassurer les prochaines intervenantes et intervenants, je voudrais juste dire que moi, je suis toujours très stressée quand je dois prendre la parole face à des gens en public, parce que je n'ai pas l'habitude, bizarrement, ou du moins, je préfère toujours ne pas voir les gens. Donc, normalement, j'ai une caméra face à moi, et c'est beaucoup plus rassurant que de voir plein de yeux ou de silhouettes qui me regardent comme ça. Donc, bon, voilà, sachez-le, voilà, moi aussi, je suis stressée. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc c'est une table ronde organisée par le Racing Cœur de Lens. Je vous rappelle que vendredi, c'était la journée internationale des droits des femmes. Et à l'occasion de la 25e journée de la Ligue 1 et de la Ligue 2, la Ligue professionnelle a lancé une campagne de sensibilisation en partenariat avec Air Game 2. Lens, bien sûr, a participé à ce dispositif à l'occasion de la réception de Brest et de la victoire de Brest, d'ailleurs, de Lens. J'ai des origines bretonnes. Je pense que ça se sent. Donc voilà, un dispositif que le Racing Cœur de Lens a souhaité amplifier, évidemment, avec une table ronde, la première. Il y en aura d'autres avec évidemment d'autres sujets. Et merci encore une fois d'avoir choisi ce sujet pour commencer, celui des femmes donc, dans le monde du football. Le programme de la soirée qui va s'afficher normalement, je crois, sur le côté. On va commencer avec, pour histoire de garder un peu voilà, le vocabulaire du monde du foot, avec la première mi-temps. C'est l'évolution de la place des femmes dans les clubs et les instances. Nathalie Bois de la Tour nous fait le plaisir d'être avec nous, ancienne présidente de la LFP, membre du conseil d'administration du RC Lens. Brigitte Thiebaud aussi, déléguée de la LFP, est avec nous. Je voudrais remercier ces deux femmes de nous partager ce soir leurs témoignages parce que leur parole est rare. Et je pense que vous allez comprendre aussi certaines choses. Je sais déjà que vous allez sans doute ouvrir peut-être les yeux aussi sur certaines difficultés parfois que l'on rencontre, notamment dans les stéréotypes de genre. Deuxième mi-temps, être une femme et exercer son métier dans le milieu du football, avec Sandrine Arestier, c'est une collègue, donc journaliste La Voix du Nord, et Sarah Mbarek, entraîneur-manager de la section féminine du RC Lens. Et puis l'après-match, initiative des clubs professionnels et associations pour lutter donc contre le sexisme, avec Anouche Morel, qui est présidente France d'Airgame 2, et Jérôme Belec, directeur communication et RSE de la LFP. Et puis on en apprendra peut-être un peu plus aussi sur ce qu'est le RSE. On entend souvent ce mot, c'est un mot magique, mais il permet de faire beaucoup de choses, voilà, et de changer notamment certaines mentalités et d'éduquer aussi nos enfants. Je vais demander maintenant au directeur général Arnaud Pouille de nous rejoindre pour lancer cette soirée. Vous pouvez l'applaudir, hein, voilà, histoire de donner un peu de... Arnaud, vous m'en voulez pas d'avoir dit que Brest avait... Normalement, il va marquer. Si, c'est bon. Allez-y. Non, je vous en veux pas. Non, c'est pour ça pas. Si vous pouviez juste annoncer qu'on va pas être Nice week-end, ça m'ira. Et vous n'êtes pas niçoise en plus d'être brestoise. Non. Ouais, non.
Moi, c'est Non, simple, non. c'est Bretagne, région parisienne, et après, j'avoue que Lens aussi est dans mon cœur. Je tenais aussi à le Bravo, dire. bravo, bravo. Je vous en prie. Oui, bah écoutez, on est ravis d'accueillir les premières tables rondes du Racing Cœur de Lens, forcément, et que la place soit réservée à la femme et son milieu dans le football. Alors, vous avez raconté une petite histoire, moi je vous en raconter une aussi, je me permets. Hein. Et c'est pour donner du sens aussi. Et c'est Fabien Galtier qui me l'a confié. Je ne sais pas pour ceux qui connaissent, qui est entraîneur du 15 de France. Et il m'a raconté un jour cette histoire, ça m'a marqué, je l'ai raconté aussi à mes enfants. Et c'est pour vous dire le sens qu'on veut apporter en fait. C'est l'histoire de 3 petits garçons, ou 3 petites filles d'ailleurs, et qui cassent des cailloux. Puis il y en a un qui fait la tête, l'autre qui ça va, et puis le troisième qui est hyper heureux. Ou la troisième, pardon. Et donc la personne s'approche, elle dit mais qu'est-ce que tu fais pourquoi tu fais la tête toi? Il dit ouais, moi je casse des cailloux toute la journée, c'est chiant. Et vous la connaissez peut-être cette histoire, hein, je suis désolé, mais et le deuxième qui est tranquille dit bah moi je casse des cailloux parce que ça fait vivre la famille, je gagne un salaire, etc. Et puis le troisième qui est aux anges et il dit bah écoutez, moi je suis en train de construire une cathédrale. Donc des fois dans la vie, dans ce qu'on fait, il y a le sens qu'il faut y donner. Et Vanessa, je sais que vous avez beaucoup bossé avec Fabien et j'espère que cette soirée, elle sera chargée de sens pour tout le monde. Je suis content de voir plein de têtes que je connais. Je suis content de voir Brigitte dans un autre moment, parce que c'est vrai qu'on se croise toujours sur les terrains. Jérôme, on a déjà eu l'occasion de se croiser plein de fois. Et donc voilà, donc, ce dont vous allez parler ce soir, c'est essentiel parce que on se rend compte, moi quand je suis arrivé à Lens, une petite anecdote rapide, mais il n'y avait pas de section en fait, féminine. C'est quand même la base dans un club parce que les filles aiment bien jouer au foot. Et le club était ballotté, vous savez, on était en Ligue 2, c'était compliqué. Et on avait rangé ça dans le dernier des soucis. Et Joseph, c'est quelque chose, Joseph Courlian, le propriétaire du club, c'est quelque chose, tout de suite il m'a demandé. Et moi-même j'étais englué parce que et il m'a forcé à le faire. Et quand je vois, il m'a forcé franchement parce qu'à un moment donné il a dit allez, maintenant il faut accélérer. Et quand je vois la fraîcheur qu'amène Sarah et toutes ses équipes au sein du club, je trouve ça génial. Et voilà. Et depuis, forcément, on a accueilli plein de femmes expertes, et je dis pas ça parce qu'elles sont là au sein du club. Et puis on en est fiers. Nathalie et Andrea nous ont rejoints au conseil d'administration. Adeline, il y a 4 ans, je pense, hein, ça passe vite, hein, et qui est au comité de direction. Et voilà, on essaye de faire notre petit bout de chemin alors qu'on avait un retard colossal, nous au Racing. Alors de maintenant qu'on me dise qu'on est en train de donner du sens à l'étoile de mer, enfin c'est sympa parce que ça prouve le chemin parcouru. Je pense que toutes les composantes du club sont rassemblées, mais non seulement du club, enfin même pour moi tout en fait partie, mais je sais qu'il y a des supporters, j'ai vu des collectivités, donc ça c'est bien, ça veut dire que c'est un signe pour ces tables rondes qu'il y a une forte attente du Racing et de toutes ces composantes. Donc voilà, et puis je sais que c'est Fabien qui m'a glissé ça tout à l'heure, il y a forcément des femmes, mais il y a aussi beaucoup d'hommes, et donc ça veut dire qu'il y a un intérêt réel. J'ai discuté avec Victor Linglard, je ne sais pas s'il est arrivé déjà, mais qui est notre directeur juridique tout à l'heure. Et comme quoi on est bête, hein, mais je lui dis je dois partir à Bollard. Il me dit bah, moi aussi, parce que je me suis inscrit. Et ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Et voilà, donc passer la meilleure des soirées. Et puis j'espère qu'il y en aura d'autres. J'espère qu'il y en aura d'autres parce que je sais que c'est un chemin. C'est un chemin qui peut paraître long, mais qui est bourré d'énergie. Donc voilà, et nous, chaque fois qu'on pourra, on aidera en ce sens. Voilà. Merci beaucoup. Et je vous propose qu'on y aille, qu'on commence tout de suite, et je vais appeler donc les premières intervenantes. Alors il y a un téléphone, je ne sais pas, c'est... Ah bah voilà. Je vais demander à Nathalie Bois de la Tour, du coup, de nous rejoindre, l'ancienne présidente de la LFP, membre du conseil d'administration du RC Lens, et Brigitte Thiebaud, déléguée donc à la Ligue de football professionnel. Bonsoir à toutes les deux.
Sachez qu'une femme dirigeante, c'est un oiseau rare. Alors d'en avoir deux dans la même soirée, on ne sait pas, peut-être qu'il va se passer quelque chose ce soir, il y aura un peu de magie. Je vais revenir avec vous sur vos débuts, parce que pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Et votre histoire, elle éclaire aussi sur quel chemin on doit parcourir pour arriver au sommet. Et avec cette question en toile de fond, est-ce que l'égalité, finalement, s'arrête aux portes du pouvoir ? Nathalie, votre papa était chef d'entreprise. J'imagine que ça a influencé forcément peut-être vos choix de carrière. Mais est-ce que vous aviez, vous, enfant, et c'est aussi la même question pour vous peut-être, des modèles de leadership féminin au tout début de vos carrières ? Non, moi, j'en avais pas. J'ai une sœur. J'ai été élevée dans un environnement assez féminin, avec une grand-mère très présente, une mère très présente, mais un père qui avait uniquement des filles et qui finalement nous a absolument pas élevés comme des filles. Donc c'est vrai que la question du genre et l'ambition ne se posait pas qu'on soit fille ou garçon. C'est plus la société derrière qui vous affecte des modèles et vous empêche d'évoluer comme vous le voulez. Mais ce n'était pas du tout dans ma famille en tout cas. Alors moi, contrairement à toi, moi j'étais un garçon manqué au grand désespoir de ma maman qui m'habillait en petite jupe bleu marine ou en petit collant blanc. Et moi, je voulais jouer au foot. Donc je trichais, je mettais un short sous ma petite jupette et j'allais jouer avec les garçons qui me toléraient parce que j'étais dans les buts. Donc j'ai toujours caché, et aujourd'hui d'origine sicilienne, ça va peut-être vous faire sourire, mes oncles de Sicile ne savent pas que je suis dans le foot. Parce qu'ils ont un certain âge, et pour eux, c'est pas bien une femme dans le foot. Mais voilà, donc contrairement à toi, moi je me suis battue pour jouer, au moins. Nathalie, vous allez passer par la case grande école de commerce avant d'exceller 10 ans dans l'univers du consulting au sein d'un cabinet qui est renommé, le cabinet Bossard. Le monde du sport est venu sur le tard et va s'inviter finalement sur votre CV. C'est une rencontre qui va vous plonger dans le monde du football. L'ancien préfet Gilles Bouillaguet, vous lancez ensemble le salon Galaxy Foot au début des années 2000. Ultra réputé aujourd'hui dans le monde du football. Ça regroupait de nombreux acteurs du foot, donc pour des débats, des rencontres, finalement ce qu'on est aussi en train de faire là, avec les équipementiers, les institutions. Comment elle est née cette idée ? L'idée, elle est venue par ma volonté de lancer un projet, donc effectivement d'avoir une vie professionnelle qui coche la case de l'entrepreneuriat. Et elle est venue vraiment par hasard. Donc, comme vous l'avez dit, par une rencontre. Je travaillais pour Gilles Bouillaguet, où je faisais des choses très, très sérieuses sur les contrats de plan avec l'État, sur les sociétés d'autoroutes, parce qu'il était à l'époque président de la SAPN. Et j'étais donc consultante et je cherchais un projet. Et mon mari, à l'époque, était dans le domaine des salons. Il me dit, regarde dans le domaine des salons ce qu'il y a. Et j'entendais parler du salon de la plongée sous-marine, le salon du cheval, etc. Et un jour, il y avait le DG de la Fédération française de football, Gérard Hainaut, qui connaissait très bien Gilles, qui était dans un même resto où on déjeunait ensemble, qui se met à notre table pour prendre un café, et je lui pose naïvement la question en disant « Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de salon du football ?» Et il me dit « Je ne sais pas ». Et je fais une étude de marché, et je me rends compte qu'il y a un salon à Barcelone qui marche très bien. Je vais à Barcelone, je vois le salon, et je me dis c'est ça que je vais faire en France. Voilà. Et c'est venu vraiment par la voie entrepreneuriale, et ensuite la magie opérée. Comme je le dis souvent, un salon, ce qui est absolument génial dans un salon, c'est que vous fédérez l'ensemble des acteurs. Donc très rapidement, vous comprenez les tenants et les aboutissants d'un secteur, et vous faites un portefeuille relationnel extrêmement important. Et voilà. Et donc moi, le foot, je l'ai touché au démarrage par cette voie entrepreneuriale, avec également quelque chose qui m'avait énormément touché dès le début, c'était le fait qu'on m'avait dit « Attention, dans ton salon, tu vas avoir plein de problèmes de sécurité. Parce que le foot, tu ne te rends pas compte, les personnes qui vont venir, etc. » Et je n'ai eu aucun problème de sécurité. Et j'ai vu, au contraire, ce qu'apportait le foot. J'ai vu des gamins de banlieue qui faisaient des queues de 200 personnes pour pouvoir assister ou réaliser
une animation et qui laissait des plus petits passer devant. Et donc cette cohésion sociale, ce bonheur qu'apporte le foot, bien sûr, hein, je l'avais vu à travers les matchs, mais là je l'avais aussi touché du doigt sur quelque chose qui était différent et qui n'était plus sur un terrain. Et ça m'avait profondément marqué. C'est pour ça que j'ai voulu continuer avec la Fondation du football. La Fondation du football, justement. Gilles Bouillaguet participe à sa création en 2008. Donc c'est une fondation voulue par Philippe Seguin. Il va souffler votre nom à l'ex-ministre pour le poste de directrice générale. C'est le début pour vous du coup d'une nouvelle aventure, un défi, promouvoir les valeurs de citoyenneté dans un sport de business. Ma question c'est, est-ce que vous avez tout de suite accepté ? Non, j'ai pas accepté parce que je comprenais pas. Vous savez, on était en 2008, donc on parlait pas pour le coup de RSE. Et c'était le début de la RSE. Et la fondation, ça a été les prémices de la RSE dans le football, mais surtout dans le sport et même dans la société. Donc c'était de comprendre ce qu'on mettait derrière les mots. Et ce courant était un courant où il a fallu se battre pendant des années et des années pour faire prendre conscience aux instances que c'était important. Et maintenant, quand on voit les clubs qui sont structurés avec des fondations, quand on voit les instances qui ont une direction avec Jérôme de la RSE ou une direction de l'engagement à la fédération, je me dis waouh, quel chemin parcouru. Mais ça a été hyper long. Donc c'est un peu comme le sujet qu'on est en train de traiter aussi aujourd'hui. C'est des sujets de temps long, c'est des sujets politiques, d'engagement profond, qui sont portés en général par des présidents ou des présidentes. Et la voix, en revanche, elle est indispensable. On ne peut plus faire marche arrière aujourd'hui dans une société qui recherche beaucoup de sens. Le 20 janvier 2011, puisqu'on fait de la rétro, l'Assemblée nationale adopte la loi Copé-Zimmermann. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette loi. C'est une loi qui impose des quotas de femmes dans des conseils d'administration et de surveillance. Une loi qui va permettre de franchir aussi une étape décisive dans le combat pour l'égalité femmes-hommes, parce que tout simplement, il n'y avait pas de femmes. 0 femmes dans les conseils d'administration. Donc c'est de la discrimination positive, certes, mais on s'est rendu compte que tant qu'il n'y a pas de quota, il n'y a pas de présence féminine. C'est ainsi qu'en 2013, vous allez me dire si ça a un lien ou pas de cause à effet, vous entrez au conseil d'administration de la LFP. Le président de l'époque vous propose de rentrer dans ce CA avant de se raviser au profit d'une autre candidate. L'autre moyen d'acquérir finalement le pouvoir quand on est une femme, c'est de le prendre aussi. Vous partez en campagne auprès des collègues des collèges d'électeurs et vous gagnez. En gros, est-ce que vous pensez qu'il s'agissait pour lui à l'époque d'avoir une caution féminine pour respecter la loi et que finalement... Non, je ne pense pas que ce soit une caution féminine. Ils se sont dit à un moment au niveau des instances, ça serait bien qu'il y ait une femme au niveau du conseil d'administration. Et, vous avez l'obligation, hein, quoi qu'il arrive, de rentrer dedans à un moment donné. Hein. Mais il n'y avait pas du tout d'obligation à ce moment-là. Donc c'est vraiment une volonté de Frédéric Thirier de faire rentrer une femme. En revanche, oui, effectivement, je me suis battue parce que malheureusement, c'est quelque chose qu'on peut toujours reprocher beaucoup aux instances sportives, hein, pas que dans le foot, mais c'est que la gouvernance n'est pas suffisamment, à mon sens, ouverte. Et tant qu'on n'ouvrira pas davantage la gouvernance en laissant la possibilité à des personnes qui ne sont pas forcément issues de ce monde particulier d'arriver, qu'on ne comprendra pas que l'important, c'est la diversité, et que la diversité, il faut la gérer, il faut la vouloir. C'est compliqué. Donc effectivement, j'y suis allée comme une bataille. Je me suis dit, on ne veut pas de moi, alors qu'on me l'a proposé au démarrage. J'avais trouvé ça assez inélégant, je dois vous le dire. Et donc je me suis dit, ok, je vais y aller et je vais gagner. Voilà. Et je ne l'ai pas du tout fait contre la personne qui avait été identifiée au démarrage, que j'aime énormément. Mais je l'ai fait juste parce que j'estimais que c'était un combat juste et qu'à un moment, si on est dans des domaines où à un moment il y a des élections, donc il faut que ça soit combat contre combat, projet contre projet. Alors du coup, comment ça se passe un conseil d'administration quand on est la seule femme ? C'est compliqué. Et là, vraiment, ce que je peux vous dire, c'est que y a une étude américaine qui a été réalisée il y a quelques années qui disait que quand il n'y a pas 30% d'un groupe de représentés dans un autre groupe, donc un sous-groupe de femmes, d'hommes, de jeunes, peu importe, la parole n'est pas entendue. Eh bien, quand vous êtes seul dans un conseil d'administration où il y a 24 hommes, les choses sont... vous n'êtes pas forcément entendu comme vous aimeriez être entendu. Pourquoi ? Parce qu'il y a, qu'on le veuille ou non, quelles que soient les questions de genre, etc., des spécificités, des codes, des
des évolutions, des formations qui sont différentes. Il y a une façon une sensibilité, une façon de voir les choses, d'engager le dialogue qui est différent. Et aujourd'hui, c'est scientifiquement prouvé. Donc aujourd'hui, c'est pour ça d'ailleurs que le chiffre de 40% de femmes sur la loi Copé-Zimmermann, où maintenant on a la même loi qui est en train d'arriver, la loi Rixin, sur les COMEX, parce qu'on s'est dit aussi, ok, conseil d'administration, mais là aussi, il ne faut plus que dans les comités de direction, il y ait 2 femmes, et qui soient en général à la communication ou aux affaires juridiques ou au RH, mais qu'elles soient véritablement partie prenante sur les finances, sur des business units, etc., qui sont donnés. Et donc c'est compliqué. Donc ce 40%, je pense qu'il a été mis pour ça. Je ne sais pas si il y a un lien de cause à effet, je vous dis, mais en revanche, ce qu'on voit, c'est qu'à 40%, vous êtes capable de faire changer les choses. 3 ans plus tard, en 2016, vous devenez la première femme présidente de la LFP. 93% des voix. Ma question, elle porte forcément du coup sur l'aspect plus genré. On sait que dès l'enfance, les petites filles, elles doivent faire face à des stéréotypes de genre. Est-ce que ce genre de stéréotypes, on les retrouve au sommet? Qu'est-ce que vous gardez, vous, comme souvenir par rapport à ça? Alors, ce que vous avez au sommet, de toute façon, c'est difficile. Hein, dans les univers dans lesquels nous sommes, et dans les univers de toute façon de pouvoir, c'est difficile que vous soyez un homme ou une femme. Donc, la question, là, elle se pose pas. Quand vous êtes une femme, moi, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un que vous connaissez certainement, qui s'appelle Toni Marshall, qui était une grande réalisatrice, hein, qui a été la première réalisatrice à gagner un César, et qui a fait un film, c'était Vénus Beauté, etc., et elle a fait un film qui s'appelait Numéro 1. Et elle a fait ce film-là parce qu'elle avait échangé avec une ou 2 femmes présidentes d'entreprises du CAC 40, il n'y en a pas beaucoup, donc je vous laisse imaginer qui c'est, et qui racontait la 2022, difficulté, il n'y en avait que 3. voilà, de l'ascension au pouvoir. Et ce qu'on voit, et ce qu'elle me disait très justement, c'est quand tu es numéro 2, il n'y a pas de problème. Que tu sois un homme ou une femme, il n'y a pas de problème. En revanche, quand tu es numéro 1, alors là, les choses changent du tout au tout. Et ça, je l'ai vraiment ressenti. Et la question du genre n'avait jamais été un sujet pour moi. Je travaillais dans des univers très masculins, notamment dans le conseil. Et donc, ce n'était pas un sujet. Mais je me rends compte que j'avais intégré l'ensemble des codes et que je pouvais me comporter comme un homme, que je n'assumais pas finalement le côté davantage peut-être féminin que j'avais et que j'étais systématiquement tiraillée, pas forcément alignée. Et ça, je l'ai ressenti vraiment très fortement au moment de la présidence. Alors pas au niveau du monde du foot et donc des acteurs du monde du foot, mais beaucoup chez les supporters, voilà, ou sur les réseaux sociaux essentiellement. Donc où là, c'est vrai que tout peut être dit et ça peut être difficile à vivre. Et puis également, j'ai eu des procès en légitimité. Je pense à certains de vos collègues dans les médias qui n'ont jamais cru ce que je leur disais parce qu'ils imaginaient toujours que j'étais à 4 bandes comme beaucoup de personnes dans ce secteur d'activité. Et donc de dire ce qu'on fait, de faire ce qu'on dit, ça semblait être quelque chose de dingue. Sauf que effectivement, et ça c'est quelque chose que je vois, alors pas que chez les femmes, hein, il y a beaucoup d'hommes qui sont comme ça, et notamment au RC Lens, c'est ce que j'apprécie beaucoup avec ce club, c'est que ces valeurs-là sont d'humilité, de simplicité, de valeur de la parole donnée, d'humanité sont présentes. Mais c'est des choses que vous retrouvez davantage chez les femmes que chez les hommes, notamment dès que vous touchez aux plus hautes sphères. Moi, j'ai suivi, hein, et surtout l'après, le moment où vous partez de la Ligue, le traitement à la fois sur les réseaux sociaux et effectivement de la part des collègues, c'est un traitement misogyne. C'est un traitement misogyne, je suis d'accord. Donc de toute façon, il y a Parce que les mots associés de toute façon l'étaient. Vous en avez souffert ou pas? Moi, non. Absolument pas, parce que je sais quelle est ma valeur, et puis j'ai une espèce de liberté. Je l'avais dit par rapport à ça. J'avais envie de faire d'autres projets. J'avais pas envie de m'accrocher. Vous savez, c'est un secteur où alors vraiment maintenant, ça fait 3 ans que je suis partie de ce monde des instances. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est l'un des seuls secteurs en France où les personnes sont accrochées, restent autant de temps accrochées à leur mandat. Dans le monde de l'entreprise, vous n'avez pas de ça. Et ce n'est pas uniquement le foot, hein, je parle de l'ensemble du secteur sportif. Et ce qui est important,
c'est la diversité, c'est l'ouverture, c'est le changement. C'est avec le changement que vous apportez de nouvelles idées, que vous recréez une dynamique. Et ça, c'est important. Brigitte, je vous ai vu réagir. Je vous ai vu réagir, surtout sur quand on arrive, quand on devient le numéro 1, là, ça change. Oui, parce que ce que dit Nathalie, je l'ai vécu différemment. Pour en revenir, après avoir joué au foot avec mes copains quand j'étais plus jeune, j'habitais un tout petit village de Bourgogne que certains doivent connaître, au moins par le nom, Pommard. Donc, je ne suis pas toute jeune. Donc, imaginez une gamine qui veut jouer au foot à Pommard, dans un petit village, c'était pas gagné. Pour aller jouer avec les garçons, à part aller dans les buts, et plus après, c'était non, tu joues plus, t'es une fille. Et t'es une fille. Alors, simple petite anecdote, j'ai un petit-fils qui a 5 ans. Hier, je lui dis, au fait, tes copines, ils jouent avec toi au foot? Ah ben non, c'est des filles. Donc, comme quoi, la mentalité n'évolue pas. Et là, je me dis que j'ai quand même loupé quelque chose. Mon petit-fils qui me dit, les filles, ça joue pas au foot. Alors, c'est facile pour moi parce que la directrice de l'école est ma fille. Je lui dis, à la rentrée, je viens avec des maillots de certains joueurs qui m'ont été offerts et je vais les mettre aux petites filles. Et on va voir si les garçons ne veulent pas jouer avec les petites filles quand ils vont voir certains noms de maillots. Alors, s'il faut passer par là pour valoriser le foot et les petites filles, eh ben, on le fera. Donc oui, beaucoup de similitudes. Lorsque je suis rentrée dans un club de foot, un tout petit club, et on m'a dit « Ah oui, mais c'est bien, tu sais laver les maillots ?» Là, j'avais 17 ans. Tu sais laver les maillots. Ça fait réagir pas mal de dames. Hein. On arrive dans les clubs, on va à la buvette, on fait les maillots, on fait les casse-croûtes. Oh, t'as pas besoin de licence, hein? Si, moi je veux une licence. Et puis, au fur et à mesure, mon ami, c'est Gaëtane Tinet et Marinette Pichon, donc on faisait des tournois de six. Donc là, je retrouvais un peu le foot. Et puis un jour, dans mon club, on me dit, il y a une assemblée, on a besoin d'arbitres. Et moi, je lève la main. Et là, tollé de rire. Mais non, mais tu es une fille. Ben oui, je suis une fille, mais je pense que je peux arriver. Et là, ma belle-mère, à cette époque-là, elle avait 83 ans. Je dis à mamie, il faut m'aider à réviser parce que je connais les règles comme les joueurs, pas comme... Donc la mamie, elle s'est mise au foot et elle m'a fait apprendre. Et j'ai eu mon examen d'arbitre. Et c'est là que je rejoins. Pendant 21 ans, on m'a appelé Monsieur l'arbitre. Et j'étais fière qu'on m'appelle Monsieur. Vous vous rendez compte, j'étais fière. Tout ça parce que je me dis, on voit le travail, on ne voit pas si je suis une femme ou un homme. Mais aujourd'hui, si on m'appelait Monsieur l'arbitre, croyez-moi que je râlerais. Et j'ai parlé hier avec Stéphanie, avant-hier, Stéphanie Frappard, qui me dit, ça fait quelque temps qu'on me dit madame, mais souvent, les joueurs, mais c'est dans l'action, on dit messieurs. Ça a encore un petit peu de difficulté à évoluer. Donc l'arbitrage, mon premier match, pour vous dire à quel point c'était compliqué, les Turcs de Nogent contre le Maghreb de Romilly. Donc là-bas, dans l'Aube, pour ceux qui connaissent, c'est pas facile quand on est femme au milieu. Et lorsque j'ai passé mon examen, on m'a dit, mais tu sais que c'est quand même, tu vas avoir 22 hommes à gérer. À cette époque-là, je travaillais en milieu carcéral, j'avais des patients, et je lui dis, j'ai 703 hommes qui ont plus de 15 ans de prison. Alors je pense que 22 joueurs sur un terrain, je vais y arriver. Hein. Donc voilà, et après le foot, je me suis dit, après l'arbitrage, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rester dans le foot, mais pas retourner au maillot. Et donc, on m'a parlé d'être délégué. J'ai dit non, délégué. Alors, ça va faire rire certaines personnes. Moi, je voyais les délégués de district, les petits papis qui venaient, je vois le président qui sourit. Et j'ai dit non, mais moi, je ne veux pas être à la buvette ou raconter. Moi, je veux être avec les pros. On m'a dit, il n'y en a pas. J'ai dit, si, il y en aura une. Alors là, j'ai de la chance, je regarde des gens de la 3F qui m'ont fait confiance. J'ai gravi les échelons avec mon caractère, n'est-ce pas, président? Je ne suis pas quelqu'un toujours... je suis droite, mais ce n'est pas facile des fois. Et je suis arrivée à la Ligue professionnelle. Donc j'ai passé l'entretien, j'étais au séminaire des délégués. Alors là, le séminaire des délégués. Là, je regarde Nathalie, première femme. Je dis bonjour et un monsieur il me dit ça ne sert à rien de vous présenter parce que dans 6 mois, vous ne serez plus là. Alors moi, je suis là, mais lui, il n'est plus. Hein? C'était compliqué d'être délégué. Hein?
Premier match, enfin l'un des matchs en national en Corse. J'arrive en Corse et là il y a un monsieur qui m'attend à l'aéroport avec mon nom et c'était marqué B et mon nom de famille. Il se penche, il me dit, il est où ton mari? Ben il est chez moi. Il me dit, mais c'est un match d'hommes. Donc j'ai fait le match et à la fin on me dit, c'est pas si mal pour une femme. Donc vous voyez, là aussi, hein, il faut se battre, il faut se battre. En revanche, les clubs, quel que soit le club, lorsque je suis arrivée, ils savaient que j'étais déléguée et ça s'est toujours très bien passé. Je n'ai pas eu de club professionnel qui ont dit quelque chose du fait... Alors, si j'étais nulle, je pense qu'ils m'auraient dit quelque chose, comme un garçon. Il n'y avait pas de garçon ou de fille. On est respecté si on est respectable. Donc, pour moi, il n'y a pas eu de souci. Mais il a fallu se battre. Aujourd'hui, nous sommes 7 femmes à la Ligue professionnelle de foot. Et il faut oser. Donc, ce que je voulais vous dire ce soir, c'est, mesdames qui êtes là, osez. Les garçons ne viendront pas vous chercher. Si vous n'osez pas franchir la barrière, faire le pas, ils ne viendront pas. Donc, vous y allez. Voilà qu'un jour, j'étais dans une ligue, donc je ne citerai pas le nom. Le président de ligue, il me dit, il va falloir des femmes dans nos commissions. Mais il nous faut des gentilles. Alors, je lui ai dit, je vous promets, monsieur, moi, je serai de vous, j'irai à Carrefour, j'achèterai une plante verte, vous n'aurez qu'à l'arroser. Il n'a pas aimé mon humour. Mais voilà, osez, mesdames. Osez aller dans les clubs, osez prendre des responsabilités. Vous en êtes tout à fait capables. Mais les garçons ne vous laisseront pas la place s'il faut y aller. Ils ne viendront pas vous chercher. Donc, osez. Si j'ai un mot à vous dire ce soir, osez. N'est-ce pas, Nathalie ? Que vous employez ce mot de oser, moi, ça me fait penser à quelque chose et qui revient souvent. Moi, de mon expérience, c'est un mot que j'ai souvent entendu, pas forcément de moi, le complexe de légitimité. Un complexe qui est entretenu aussi, parfois, c'est-à-dire se dire que, OK, c'est peut-être pas pour moi, c'est peut-être pas ma place, je ne suis pas légitime. Tout à fait. La plupart des dames me disent, mais je ne sais pas si je serais capable. Est-ce que je suis légitime pour prendre la place d'un homme ? Pour prendre la place d'un homme, ça veut dire quoi? Pour moi, elles sont aussi... Alors, je ne dis pas qu'elles sont... la parité, c'est bien. Alors, je vais peut-être pas être d'accord, vous n'allez peut-être pas être d'accord avec moi. Si la parité, c'est mettre des gens qui ne sont pas capables, parce que comme un homme, comme une femme, on n'est pas forcément capable de tout faire. Donc, on est légitime si on veut l'être et si on est capable de l'être. Et quel que soit le poste, il faut... Moi, je sais que je serais une très mauvaise gestionnaire. Je ne serais pas légitime si on me met dans la gestion. Mais il faut que chacun travaille par rapport à son savoir-faire, son savoir-être et ses capacités. Mais pour le montrer, il faut oser. Il faut oser y aller. Nathalie, c'est par le prisme, vous l'avez bien expliqué, de l'entrepreneuriat que vous êtes rentrée dans le monde du football. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance, c'est un monde assez protégé, de passion, de passionnés. Est-ce qu'on vous a parfois reproché justement de ne pas être légitime parce que vous ne veniez pas du monde du football? Mais bien sûr, mais ça, c'est complètement dingue. Alors moi, c'est vrai que j'ai osé. Pourquoi? Si je reprends le mot oser. Parce que j'avais fait 10 ans de conseil. Je peux vous assurer que j'ai géré des sujets autrement compliqués que des règles de football, et sur lesquels il y avait zéro problème. J'étais dans les telcos et je montais ce qu'on appelle des telcos in the box, donc des opérateurs de téléphonie mobile from scratch. Donc vous imaginez la complexité technique et de l'ensemble des sujets à gérer. Donc résultat, la formation de conseil que j'avais, c'était quoi? On arrive, on est vendu cher à un client au niveau de la journée, et on ne connaît rien au sujet. Donc il faut apprendre à être légitime sur de la méthodologie, sur le fond, bien entendu, assez rapidement. Donc quand je me suis dit un salon du football, pour moi ça ne m'a pas fait peur, hein. C'était un salon et c'était le domaine du football. Parce que, et ça c'est aussi quelque chose d'important, c'est qu'il n'y a aucun sujet, si on travaille, qu'on arrive à appréhender. Donc le travail et la passion et l'engagement font tout. Donc c'est vrai que pour moi, c'est une façon de voir les choses que je ne comprends pas. Et quand vous le voyez d'ailleurs dans le monde des entreprises, les gens changent de secteur d'activité, de métier, très facilement. Donc il n'y a pas de raison de ne pas y arriver.
Est-ce que vous avez dû, toutes les deux, je sais que du coup vous êtes mamie aussi, vous avez dû faire face à des discours culpabilisants? Parce que c'est vrai que vous êtes aussi des mamans. Est-ce que ça, parfois, on est venu vous reprocher justement peut-être de ne pas être à la bonne place? Non, moi c'est jamais. Jamais, parce que j'ai jamais laissé la possibilité effectivement qu'on vienne là-dessus. Maintenant que j'ai culpabilisé, oui. Et d'ailleurs, quand j'ai pris la décision d'arrêter, j'ai pris aussi la décision d'arrêter parce que d'un point de vue personnel, et j'avais mon dernier qui avait quand même beaucoup souffert des 4 ans passés à la Ligue, parce que tu me posais la question tout à l'heure de savoir si moi, effectivement, ça m'avait touché ou pas. Moi, ça ne m'a pas touché, les mots, les propos misogynes, etc., qu'on pouvait entendre. En revanche, mon petit garçon qui avait 10 ans à l'époque, ou 11 ans à l'époque, qui toute la journée, qui était un dingue de foot, qui toute la journée entendait mal parler de sa mère, il était en colère. Il était tellement en colère qu'il était devenu difficile à gérer. Et je me suis dit, je peux le récupérer à 12-13 ans. Donc je le récupérais beaucoup plus difficilement à 17 ans avec un mandat de plus. Et donc ça n'a pas été... ma décision d'arrêter n'est pas liée à ça, mais ça a contribué à ma prise de décision. Et j'ai bien fait. Donc le jour où j'ai arrêté, je lui dis, voilà, maintenant, tu n'entendras plus parler de football dans les journaux de moi. Voilà. J'ai pris cette décision, pas pour toi, mais je me rends compte que je n'ai pas été là. Je me rends compte que ça a été très difficile pour toi, parce qu'effectivement, ça a été difficile pour lui avec des problèmes de harcèlement, de coups dans les clubs, etc. Donc, et c'est devenu un agneau. Donc, comme quoi, il n'y a rien que pour ça, ça valait le coup de prendre cette décision. Brigitte, vous qui voyagez beaucoup en plus. Oui, alors si, c'était compliqué parce que plusieurs fois on m'a dit mais t'as pas autre chose à faire que d'aller au foot? Et on disait à ma fille à cette époque-là, quand j'ai commencé l'arbitrage, qui avait 10 ans, on lui disait ah, ta mère elle aime bien courir avec les garçons. Tu crois qu'elle va rentrer voir ton papa ce soir? Et voilà, c'était ça. Et puis un jour ma fille est venue avec moi sur un terrain et elle a entendu tellement de choses par rapport à la touche que j'ai interdit à ma fille, parce que ça faisait mal, ça lui a fait mal, d'entendre des choses. Et je sais qu'on en a parlé, c'était un peu ma profession malgré que je sois en retraite. Après, elle était fière. Elle disait, ma mère, elle fait du foot. Toi, tu es en colère parce que ta mère, elle fait des gâteaux. Voilà. Mais oui, je suis persuadée. Par contre, mon petit-fils, il est au top. Alors, il s'est fait punir. Je vais vous raconter l'histoire. Il s'est fait punir à l'école par la maîtresse qui lui dit « Qu'est-ce que tu as fait ce week-end ?» Et mon petit-fils dit « J'ai été voir mamie au PSG, elle était près d'Mbappé. » La maîtresse lui dit « Arrête, une mamie, ça va pas au foot. » Il lui dit « Si, je te dis. » Alors elle l'a puni et elle est rentrée en colère en disant « Mamie, je sais pas pourquoi tu fais du foot, mais moi je suis punie à cause de toi. » Voilà, donc c'était la petite anecdote comme quoi, même dans la tête des femmes, en plus une mamie, ça va pas au foot. Donc vous voyez, comment voulez-vous que mon petit-fils accepte de jouer avec les filles au foot? Mais ça, c'est vrai que ce déchirement, il est pas uniquement dans le domaine du sport et du football en particulier. Vous l'avez, c'est la difficulté de toutes les femmes qui travaillent, donc de devoir tout concilier. Donc même si la nouvelle génération d'hommes est beaucoup plus impliquée dans la famille, etc., on sait très bien que la fameuse charge mentale, elle est portée encore à 80-90% par les femmes. Et tant qu'on n'aura pas réglé non plus ce sujet-là, ça sera difficile pour les femmes d'aller plus haut, parce que tu parlais tout à l'heure de légitimité. Alors là, ça a été très intéressant. Je suis intervenue et j'ai travaillé il y a quelques mois pour un grand cabinet de conseil anglo-saxon qui me dit on ne comprend pas, on a 50% de jeunes consultantes qui sortent des grandes écoles, qui arrivent et qui sont dans le conseil, et puis on a uniquement 3% de partenaires. Donc ils n'arrivaient pas à garder les femmes au bout de 10-15 ans partenaires. Moi, quand j'ai commencé, il y avait 20% de femmes dans le conseil jeune, mais il y avait 0 partenaire. Donc on peut se dire, c'est bien, il y a eu 3%, mais il n'y a que 3%. Et finalement, quand on a creusé, qu'on a regardé un petit peu toutes les difficultés et tout ce qui mettait en place finalement ce fameux plafond de verre, il y a plusieurs choses. Il y a l'absence de rôle modèle.
Donc en général, les femmes n'arrivent pas à se projeter parce qu'elles n'ont personne qui corresponde. Il y a effectivement le fait que d'un point de vue éducatif, culturel, on va demander à une femme, à une jeune fille, une petite fille, d'être sage, d'être gentille, de bien se tenir, etc. Donc on a du mal à occuper l'espace, on a du mal à occuper la parole. La parole qui est prise par une femme est différente. Il y a le vocabulaire qui est utilisé, et là on avait fait une étude super intéressante, on a regardé les mots qui étaient utilisés pour évaluer une fille et un garçon, toujours dans ce cabinet de conseil. Alors les filles, elles étaient engagées, sérieuses, rigoureuses. Les garçons, ils étaient charismatiques, ils avaient la puissance incarnée, ils avaient du leadership. Vous vous dites, là aussi, il y a un problème, quoi. Donc tant qu'on ne réglera pas et on ne prendra pas les sujets de façon... il ne s'agit pas de culpabiliser qui que ce soit, mais en tout cas de les regarder de façon frontale et de se dire qu'est-ce que je peux apporter à ces biais de genre finalement qui existent, on aura du mal à arriver à la parité. En France, 32% seulement de femmes sont à la tête d'une entreprise, 36% de femmes managées dans le monde en 2020. C'est d'après le Forum économique mondial. À ce rythme, il faudrait donc 257 ans à l'humanité pour atteindre la parité managériale. Dans le sport, c'est pire. Du coup, il n'y a que 2 femmes présidentes de fédération, soit 5,7%. Isabelle Join, on va donner leur nom du coup, parce que ça aussi... la visibilisation et l'invisibilisation, ça participe toujours évidemment à ce manque de parité. Isabelle Join à la Fédération française de hockey et Gwenaëlle Nouri à la Fédération française de sport de glace. Il y a le rôle modèle et il y a le syndrome de la Schtroumpfette aussi, c'est-à-dire avoir une seule femme. Voilà. Vous dites-le au micro, comme ça on entend bien. Oui, non, une femme seule, ça sert à rien. Ça sert à rien. On se fait plaisir, on est le hocher qu'on agite, mais ça ne sert à rien si on veut faire évoluer en profondeur les organisations. Quel message vous avez envie de faire passer toutes les deux? Osez, osez, osez. Ne vous prenez pas la tête. Souvent, quand je fais des réunions comme ça, au début, j'invitais que les femmes. Et un jour, j'ai une femme qui était super intéressée. On en discute, elle me dit « Donnez-moi votre numéro, je vais voir comment on peut faire ». Et en fin de compte, le numéro, c'est son mari qui m'a appelé. Et il me dit « Vous n'avez pas autre chose à raconter à ma femme que de lui faire faire des bêtises comme ça ». Maintenant, quand je fais des groupes de parole ou de réunions comme ça, j'invite les maris. Et je leur dis « Messieurs, vous savez garder les enfants, vous savez faire à manger, même si les pâtes sont trop cuites, peu importe. Mais laissez vos femmes, vos épouses, vos compagnes faire ce qu'elles ont envie de faire. Ce ne sont pas des plantes vertes. » Donc, je vois des messieurs et des dames qui parlent à leur mari ou à leur compagnon. Osez, allez frapper à la porte d'un club, allez dans les districts, allez dans les ligues. On a besoin de gens compétents. Et osez. Soyez légitimes. Et de la même façon, vu qu'il n'y a pas de dirigeante pour avoir de l'empathie peut-être et repérer ces profils féminins, pour les hommes qui aujourd'hui sont en place, c'est peut-être aussi tendre la main. Complètement, de toute façon, c'est un combat qu'on gagnera ensemble, hein, hommes et femmes. C'est surtout pas les femmes contre les hommes, certainement pas. Mais c'est juste une prise de conscience aujourd'hui que c'est peut-être plus compliqué ça reste toujours plus compliqué pour les femmes et pour plein de raisons, pour des raisons culturelles, etc. On l'a évoqué et qu'à un moment donc il faut avoir envie ensemble de faire évoluer les choses et que franchement on le voit, hein, la performance de toute organisation, elle est les entreprises sont encore plus performantes quand il y a de la diversité. Là aussi, ça a été démontré par X études en la matière. Et donc, je trouve que ne serait-ce que pour des présidents et des directeurs d'organisation qui doivent créer de la valeur et donc développer de la performance, il est important qu'il aille la chercher là où et avec les personnes qui peuvent l'apporter, donc avec des hommes et des femmes. Alors, et je reviens sur les quotas. Pour moi, les quotas, attention, les quotas, il me semble important à compétence égale. Voilà. Si on n'est pas à compétence égale, effectivement, ça peut être dramatique. Mais à compétence égale, c'est peut-être de privilégier de temps en temps des femmes.
Quand il y a des quotas, la loi est un succès. 44,6% de femmes dans les conseils d'administration des entreprises du CAC 40 et 45,6% pour le SBF s'en va en 2020 grâce à la loi Copé-Zimmermann. Quand il n'y a pas de quotas, il n'y a pas de résultat. Moins de 20% donc pour les entreprises qui ne sont pas concernées par cette loi. Sachez qu'il y a une nouvelle loi qui est passée, donc vous en parliez justement. À compter du 1er janvier 2024, les instances nationales devront compter 50% de femmes. Les instances locales, elles, auront un délai de 4 ans supplémentaires. Évidemment, ça ne concerne pas les entreprises privées, où là, du coup, il faudra faire un travail supplémentaire. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos deux invités du soir ? Oser, on vous a dit d'oser. Alors allez-y, montrez, mesdames. Après, vous avez été très complète, c'est vrai. Après, moi, j'ai une dernière petite question, parce que c'est quelque chose que moi, dans mon milieu, on fait aujourd'hui, mais depuis pas longtemps, on s'est rendu compte de ça, ce principe de sororité, en fait, le principe de marrainage. C'est parfois, en dehors d'un cadre, aller chercher aussi, nous, chacune, c'est le principe de cette étoile de mer, une femme, à marrainer, à aider. Écoutez, moi, c'est le projet, je suis en train de relancer un nouveau projet professionnel et qui va typiquement dans ce sens-là pour pouvoir faire changer les mentalités au niveau des grandes entreprises et de tout type d'entreprises, au niveau pour que les femmes puissent s'aider aussi entre elles. Vous le faites déjà parce que vous intervenez souvent. Oui, j'interviens souvent et là, j'étais en Ligue Bourgogne, on ne se refait pas. Et on m'a demandé d'être la marraine de 52 femmes qui vont rentrer dans des clubs de foot. Donc voilà. Mais je veux bien être votre marraine si vous avez besoin. Et puis on aura des relais, mais il faut oser. Le message est passé. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci à vous. Du coup, on va passer à la deuxième mi-temps, être une femme et exercer son métier dans le milieu du football. Et je vais demander à Sandrine Aressier, journaliste à La Voix du Nord, de nous rejoindre. Sarah Mbarek, entraîneur-manager de la section féminine du RC Lens. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va fonctionner un petit peu pareil, histoire de connaître un peu vos histoires qui vous ont conduit dans ce monde-là aujourd'hui. Je vais rappeler que Sarah, vous êtes une ancienne internationale française, reconvertie en coach. Quand vous avez commencé à jouer au football, sans dévoiler votre âge, parce que ça vous appartient, j'imagine qu'il n'y avait pas, là aussi, de la même façon que Brigitte, beaucoup de femmes, de filles qui jouent au foot. Ah non, du tout. J'étais la seule fille. Évidemment, je suivais mon grand frère. Donc j'ai toujours été la seule fille quasiment dans mon parcours de joueuse, en tout cas très jeune. J'ai même fait un sport-études de garçon où j'étais la seule fille. Quand je suis arrivée à la fac, je jouais qu'avec des garçons également. Donc après, j'avais évidemment, à partir de 14 ans, l'obligation de jouer avec des filles. Donc ça a été pour moi un déchirement, une difficulté, paradoxalement, parce que j'étais bien dans mes équipes, chouchoutée, privilégiée. Et puis, au fur et à mesure, on s'est habitué et on a trouvé une source de motivation un petit peu différente. J'en profite justement que vous parliez de ça. C'est vrai que ça, c'est souvent un motif de décrochage pour les jeunes filles. Alors, c'est le cas dans beaucoup de sports, mais en particulier pour le foot féminin, ce moment en fait où vous devez abandonner finalement ce qui est mixte pour vous jouer avec les garçons et passer chez les filles, c'est le moment où on a le plus de décrochage. Oui, je pense qu'on rencontre certaines difficultés. En plus, c'est un âge assez charnière. Pour ma part, j'avais l'impression que si j'allais jouer qu'avec des filles, j'allais m'ennuyer. J'allais être au-dessus, etc. Alors que ça n'a pas du tout été le cas. Après, j'ai eu la chance de pouvoir jouer à un niveau national dès l'âge de 14 ans. C'était autorisé à l'époque. On pouvait jouer avec les grandes. Donc au contraire, je me suis trouvée en difficulté et j'ai continué à progresser. Donc c'est vrai que c'était vraiment la compétition, le niveau, c'est ça qui m'a attirée. Et en effet, on a ce problème en France où beaucoup de jeunes filles arrêtent quand elles sont obligées d'arrêter la mixité. Heureusement, on a beaucoup travaillé, en tout cas la Fédération française de football a beaucoup travaillé de ce côté-là. Et le fait d'avoir des équipes aussi de jeunes filles dès le départ, donc il y a des filles qui commencent la pratique avec les filles, ça permet de garder un maximum de joueuses aujourd'hui. Et de laisser le choix finalement aux petites filles, puisqu'il y en a qui préfèrent, qui sont plus timides, qui préfèrent rester entre filles,
d'autres qui aiment bien la mixité. C'est exactement ça. Vous avez passé 6 saisons à Montpellier, puis 5 avec Guingamp, 1 an avec l'équipe féminine de Djibouti, donc avant de rejoindre Lens. Juste pour revenir sur Montpellier, Montpellier c'est un club précurseur dans le foot féminin comme l'OL, avec notamment Loulou Nicolin, évidemment, qui était une figure, le premier vrai mécène du football féminin. Oui, tout à fait. Pour moi, c'est lui qui a vraiment lancé le football féminin en France. Je fais partie des 3 joueuses qu'il avait recrutées, je crois que c'était l'an 2000, lorsqu'il a créé sa section féminine. Donc on a été les 3 premières joueuses en France payées pour jouer au foot, même si j'avais un contrat de secrétaire, je joue au foot. Et il a lancé sa section féminine. On a vécu vraiment de belles saisons. Et quand le club a réussi à avoir des résultats, c'est vrai qu'il y a Jean-Michel Aulas qui est arrivé et qui a eu un projet encore plus ambitieux et qui a pillé pas mal de joueuses à Montpellier d'ailleurs à l'époque. Et depuis, en effet, après moi j'ai terminé ma carrière de joueuse à Montpellier et j'ai enchaîné ma carrière d'entraîneur. Grâce à lui aussi, il vous a laissé l'opportunité de pouvoir coacher directement. Oui, c'est un homme qui a marqué ma vie. Puisque déjà il a toujours été là, même quand j'ai été greffée du rein, quand j'ai eu ma grossesse, c'est un sujet d'actualité, puisqu'il y a quelque chose qui va sortir dans quelques semaines, je ne sais pas si c'est officiel. Oui, si, c'est sorti, mais ça sera effectif à partir du 1er juillet, donc justement sur les droits des footballeuses concernant la maternité, d'avoir tout simplement les mêmes droits finalement que les autres femmes. Ouais, et à l'époque, c'était pas le cas, et pourtant, il m'a versé mon salaire tous les mois sans chercher à comprendre quoi que ce soit. Donc, voilà, c'était déjà un précurseur aussi, et je sais plus ce que je voulais dire du coup. Le fait qu'il vous a donné votre chance, mais c'est bon, vous Oui, avez bien expliqué. Vous avez été internationale française, 18 sélections. Et ce qui est marrant, c'est que c'est en étant sur le banc des Bleus que vous avez eu envie de coacher. Bah oui, c'est frustrant d'être sur le banc, mais je me suis dit que j'allais utiliser ce temps-là pour faire quelque chose. Et c'est vrai que j'aimais bien être dans l'analyse. J'étais quand même déjà en études de STAPS à côté. Je voulais être prof de PS à la base. Mais j'ai passé mes diplômes d'entraîneur aussi. Donc quand j'étais sur le banc, je me disais comment je pourrais faire jouer l'équipe, quels changements je pourrais faire. Donc voilà. Et du coup, c'était un petit peu conflictuel avec la sélectionneur. Derrière, vous avez passé forcément le diplôme, il faut un sésame. Le DEPF, c'est ça? Oui, c'est ça. Et vous étiez combien de femmes dans la promo? Ah ben, j'étais toute seule. Évidemment. La seule femme sur 15 stagiaires. Des inégalités subsistent dans les métiers du sport avec moins d'éducatrices sportives que d'éducateurs sportifs. J'étais regarder un petit peu les chiffres pour voir si ça corroborait finalement cette sensation qu'on voit, nous, finalement sur le terrain, Sandrine, tout le temps. Sur 9700 coachs sportives inscrits, 28,65% sont des femmes et 71,35% sont des hommes, soit 7 coachs sur 10 environ. Comment vous l'expliquez ? Il y a plusieurs facteurs, plusieurs raisons. Maintenant, je dirais que ça se fait par vocation déjà. Les femmes sont moins attirées vers le sport ? Ouais, je pense qu'au départ, en tout cas, je pense qu'on se met des freins. Parce qu'on se dit que c'est un métier difficile, contraignant, où on n'a pas beaucoup de vacances, pas beaucoup de week-ends, on est beaucoup absent. Et moi, j'ai beaucoup de recul maintenant pour pouvoir le dire, mais c'est vrai que pour les familles, c'est pas évident. Mais je pense que, on disait tout à l'heure, on manque de modèles aussi. Et moi, c'est vrai que j'ai eu assez rapidement envie d'être entraîneur, mais j'avais que des modèles hommes dans ma tête, bizarrement. Maintenant, aujourd'hui, je me suis un petit peu donné cette mission de créer des vocations chez mes joueuses. Et c'est vrai qu'on a quelques éducatrices au club qui avancent doucement mais sûrement, qui passent leur diplôme. Et je me dis, elles ont maintenant des modèles. Il y a Sandrine Soubéran, il y a Sonia Bonpastor, il y a plein de femmes il y a Corinne Diac, il y a plein de femmes qui sont en poste ou qui l'étaient. Et j'espère qu'elles vont pouvoir justement faire une carrière et avoir l'ambition de réussir, en tout cas, dans ce métier. Vous êtes arrivé sur le banc de Lens en 2020, au moment de la création de la section féminine. Son histoire est liée aussi à l'Arras Football Club féminin. C'était plus simple d'aller chercher un projet finalement qui existait déjà? Oui, je pense que de manière politiquement, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais administrativement, peut-être que c'était plus facile de faire ça. On gagnait un petit peu de temps. Et puis, il y avait une structure en place qui existait et qui fonctionnait déjà bien. Donc, nous, on a pu récupérer
beaucoup de licenciés, beaucoup d'équipes de jeunes joueuses qui avaient déjà du niveau. Donc on a continué la structuration, on fait progresser les différentes équipes, mais c'est vrai qu'on a réussi à avoir une bonne base et c'était important. Et il y avait aussi une identité à Arras, chez les joueuses en équipe première, il y avait du vécu et on a voulu se baser sur ça pour construire l'équipe aussi. On en parlait tout à l'heure, mais Lens, vous me dites si je dis une bêtise, mais a été créé en 1906. C'était un petit peu une anomalie finalement de ne pas avoir de section féminine. Ouais, ça fait un petit peu long. Hein. Ça fait un petit peu long, mais il y a une raison à ça, qui n'est pas liée forcément que à Lens, à ce club. Comprendre l'histoire du football féminin, son évolution, c'est aussi savoir pourquoi en fait l'évolution du foot féminin a été freinée. Il n'a pas pu se développer parce qu'en fait, il y a des hommes, il y a une certaine époque, qui ont décidé en fait d'en priver les femmes. Les premières équipes apparues sont apparues très tôt, dès 1896, avec le British Ladies Football Club, les Dickers Cares Ladies, et en Angleterre donc, et le Femina Sport en France avec des matchs qui vont rassembler au 19e siècle près de 10 000 spectateurs dans les stades, jusqu'à 53 000 en 1920. Un succès grandissant avec des débuts de la professionnalisation à l'époque pour certaines joueuses déjà. Les fédérations anglaises puis françaises vont donc en réponse bannir les femmes des terrains. Les matchs sont interdits. Et au même titre qu'à l'époque, Pierre de Coubertin estimait qu'en fait, les femmes n'étaient bonnes qu'à couronner des têtes des vainqueurs, les dirigeants, les journalistes aussi, ont participé à cette idée que le football français, finalement, était un fief de la virilité, que les femmes n'avaient rien à voir dans ce monde-là. Le sport, c'est un miroir grossissant, évidemment, hein, de notre société. Et c'est aussi donc une façon pour les femmes de s'approprier leur corps, d'en être responsable. C'est une certaine forme de pouvoir. C'est pour moi cette grande Oui, question. c'est pour vous. Je te la laisse. Alors oui, en effet, la culture du corps, si on va dans ce domaine-là, je sais que pour avoir été joueuse et quand la muscu est arrivée, j'avais d'avoir 22, 23 ans, je pense, on m'a dit que j'allais faire de la muscu. Quoi ? Moi, je vais faire de la muscu? Ah non, j'ai pas envie d'avoir des muscles, j'ai pas envie de ressembler à un homme. Et aujourd'hui, je pense que j'ai quelques joueuses qui sont là. Sans la muscu, c'est difficile d'être une athlète complète et c'est difficile d'être performante. Ça fait partie intégrante aujourd'hui de nos séances d'entraînement. Elles font 2 ou 3 séances par semaine. Et c'est ce qui permet à une athlète de s'exprimer, de pouvoir s'exprimer, d'être belle. Et d'être belle dans le sens... je ne sais pas si j'utilise le bon mot, mais d'être belle dans le sens où elle va être musclée, elle va avoir des muscles qui vont être utiles à sa performance tout simplement, et pas seulement le corps sculpté juste pour le paraître. Et elles ont plus peur d'avoir des muscles. En fait, c'était dans ce sens-là que je voulais dire ça, alors que ça a pu être un frein tout au départ, en tout cas dans la discipline. Et par rapport aussi aux spécificités qu'ont les femmes aussi dans ce milieu. On a vu dernièrement beaucoup de blessures aux genoux chez les femmes. Apparemment, ce serait lié peut-être aux chaussures. Ce sont des chaussures pour garçons encore aujourd'hui. C'est vrai que vous avez vu l'évolution aussi autour des tenues. Avant, vous portiez des maillots et des shorts de garçons. Moi, si je sors mes affaires d'il y a 20 ans, je peux vous dire que même mon mari, je crois, qui ne rentre pas dedans tellement c'est grand, c'était... inimaginable et je me demande comment on a pu accepter de jouer avec des équipements comme ça. En effet, la muscu, elle sert aussi à ça. Il y a beaucoup de ruptures de ligaments croisés chez les femmes, chez les footballeuses, et ça permet justement de tenter, un tant soit peu, de limiter cette grande blessure qui éloigne longtemps des terrains. Ça a permis aussi de... comment dire ? J'arrive pas trop à trouver mes mots. Je ne sais plus ce que tu voulais me dire, Vanessa. Moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout toi, ce que tu as dit. Oui, c'était les chaussures. C'était sur les chaussures. Non, les chaussures, à l'époque, je sais qu'Adidas avait déjà essayé de faire des chaussures spéciales pour les femmes. Ça s'est perdu un petit peu. En effet, il y a beaucoup de chaussures qui sont faites uniquement pour les hommes. Et il y a des études qui ont été faites. Et il y a plusieurs marques maintenant qui sont en train de travailler le sujet et d'essayer de mettre en place des chaussures spécialement pour les femmes, en effet.
Vous avez vu toute l'évolution du football féminin depuis les années Montpellier jusqu'à aujourd'hui, donc maintenant que vous êtes à Lens, en passant donc, par l'équipe de France. Il y a eu un nouvel essor après la Coupe du Monde 2019. J'ai été voir les chiffres, 198 613 licenciés en 2020. Après la Coupe du Monde, on a passé la barre des 200 000, et puis il y a eu le Covid, ou alors peut-être qu'on n'a pas su profiter de l'organisation de cet événement. Mais en tout cas, on a repassé le cap cette saison avec 220 352 licenciés. Vous le percevez, vous, cet engouement du côté de Lens ? Oui, tout à fait. On a beaucoup de jeunes filles qui viennent au foot. Justement, on fait des portes ouvertes mercredi prochain. Et on a 164 inscrites pour nos portes ouvertes. Donc ça va de 7 ans à 23 ans en moyenne. Donc oui, on le ressent tout à fait. Je me souviens, moi, quand j'ai commencé à m'occuper de l'école de foot, il fallait qu'on aille faire les sorties d'école pour aller chercher des jeunes filles. Aujourd'hui, non, c'est elles qui viennent. Nous, on arrive même à en refuser puisqu'on fait un petit peu d'élite. Donc, et on les réoriente vers d'autres clubs. Mais en effet, il y a un bel élan, un bel engouement en ce moment pour le football. Et je suis contente de voir toutes ces jeunes filles arriver. On en parlait tout à l'heure, notamment avec Brigitte, la mobilisation en France, elle passe aussi par le terrain, par les bénévoles qui animent les clubs, qui animent aussi ces sections féminines qui se créent peu à peu. Il y a des associations comme Jouons comme elle. J'aimerais bien qu'on fasse un petit mot là-dessus. C'était 2 de vos joueuses, c'est ça, qui ont lancé ? Exactement. C'était Namnata Traoré, qui n'est plus licenciée chez nous, mais qui est resté 3 ans, je crois, qui a lancé cette association avec sa collègue. Sébé Koulibaly. C'est ça. Et c'est vrai qu'elles font beaucoup de rendez-vous pour pouvoir justement aller à la rencontre des jeunes filles dans les quartiers, les aider à venir au foot, à jouer au foot, à avoir l'autorisation pour jouer au foot. C'est pas évident. Elles ont créé d'ailleurs ces 2 jeunes femmes, Lady Squad, c'est une application pour mettre en contact des joueuses de foot. Ma question va déranger. C'est pas un peu le boulot des instances, ça, normalement ? Bon, en tout cas, c'est bien, je trouve, que des personnes ou des joueuses s'investissent aussi. Certainement, c'est le boulot des instances, mais ça permet aussi d'être à l'intérieur, d'avoir des joueuses totalement, déjà concernées par le sujet. Et je pense que si elles l'ont vécu, elles vont être en mesure de répondre à cette problématique et d'aider au maximum les jeunes filles pour leur permettre de venir jouer au foot. Dans le monde du sport et du football, il y a aussi son récit, Sandrine. Pas besoin forcément de chiffres, je pense que vous l'avez constaté par vous-même. Les voix, les visages, les signatures sont majoritairement grandement masculines. Mais les chiffres, on va vous les donner quand même. Autour de 10% de femmes journalistes. Voilà, donc 10% sur 3000 journalistes de sport. Et pourtant, c'est un domaine qui n'appartient normalement pas plus que ça aux hommes. Pourquoi nous, on n'aurait pas notre place ? C'est un vaste sujet, mais en tout cas, moi, je suis la seule dans mon service des sports. Pardon, je ne suis pas très habituée. Moi, je suis la seule dans mon service des sports. On est 19. Je suis la seule femme au service des sports de la Voie du Nord. Et ça, c'est vrai depuis que j'y suis arrivée en 2000. Donc il y a des choses qui n'évoluent pas beaucoup. Alors ça ne veut pas dire que la Voie du Nord ne veut pas de femmes dans son service des sports, mais enfin, ça n'avance pas beaucoup. Et pourtant, effectivement, le sport n'appartient pas qu'aux hommes. Mais enfin, malgré tout, on a du retard, parce que le sport pour les femmes, ne serait-ce que dans la pratique, c'est le XXe siècle. On en parlait, c'est Alice Milla, c'est autour de la Première Guerre mondiale, parce que effectivement, Pierre de Coubertin ne voulait pas de femmes. 1896, il n'y a pas de femmes au jeu. On les exclut. Donc on a du retard, je pense déjà de ce point de vue-là, dans la pratique. Et puis il faut le temps que les choses avancent, effectivement. Et puis c'est toujours l'histoire de le sport n'intéresse pas les femmes, ou alors il y a des sports dits féminins, la gym, les sports de glace et l'équitation. Les sports où la majorité des licenciés sont des femmes, autour de 80%. Voilà, dans le foot, ça progresse, mais par contre, les 220 000, c'est 10% des licenciés de la Fédération française de foot, et ça comprend les arbitres et les dirigeantes aussi. Donc il y a encore beaucoup de travail. On part de loin, mais effectivement, non, le sport n'est pas un domaine masculin, mais il faut croire que le sport et le foot, professionnel ou amateur, restent malgré tout un bastion masculin
dans le bastion. C'est une évidence à tous les niveaux, y compris chez les journalistes. Moi, c'est facile, je le vois tous les week-ends, hein, dans les tribunes de presse. À Lens, on est plusieurs. On est 2. Non, mais il y a Héloïse Demester qui travaille chez lensois.com, et il y a aussi, sont aussi des journalistes, un peu plus de photographes. Héloïse fait de la photo, nous, Séverine Courbe fait aussi de la photo. Elles sont quelques-unes. Mais en général, dans les tribunes de presse, j'étais à Lyon il y a 8 jours, j'étais la seule. Voilà. Parfois, il y a quelques femmes, essentiellement télé, pour la télé, bord de terrain ou pour de l'animation, pas aux commentaires, malheureusement. Ça arrive très très peu, en tout cas pas dans le foot masculin. Mais voilà où on en est aujourd'hui. Je voudrais qu'on revienne sur votre parcours. Quand et comment le sport est entré dans votre vie ? Moi, tout simplement par la pratique. J'ai toujours fait du sport. Mes parents, on est 4, ils nous ont mis au sport pour être tranquilles, je pense. Et puis que c'était pas le loisir le plus coûteux. Donc j'ai fait du judo, j'ai fait de la danse. Alors ça, c'était pas une réussite. De la natation, du volley. Et j'ai toujours baigné dans ce monde-là, par la pratique. Et puis aussi par mon père, qui n'est pas un grand fondu de sport, mais qui regardait le rugby, la F1, qui m'a emmené à Lens. Il m'a emmené à Bollaert, mon père. Il avait eu des places, il m'a emmené voir Lens-Marseille. J'étais gamine. Et puis surtout, on voyait tous les ans l'enduro du Touquet, alors qui est la grosse course de moto sur sable au Touquet. Moi, depuis que je suis comme ça, je pense que j'en ai pas manqué beaucoup. Et j'adorais ça. J'étais avec mon père, il me prenait par la main. Je voyais les motos, je voyais le pilotage sur la plage. Ça, c'est quelque chose qui m'a attirée. Je suis venue par ça. Pourquoi vous avez choisi du coup de raconter le sport ? Je pense que ça a été une décision qui remonte au moment où j'étais à l'école de journalisme. J'étais à Bordeaux. Et là, j'ai eu envie de raconter quelque chose qui me paraissait léger au premier abord, ce qui ne l'est pas toujours, le sport. Et puis j'avais envie surtout de faire passer des émotions. Pour moi, le sport, c'est d'abord des émotions. Et ça s'est confirmé par la suite, puisque moi, c'est ce que j'ai beaucoup ressenti dans les compétitions que j'ai pu suivre en dehors des matchs de foot. Et c'était cette envie de raconter, de partager ces émotions. Et je trouve que le sport, pour ça, c'est très fort. Il n'y a pas beaucoup mieux. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit surtout des femmes mises en avant donc, à la télévision, donc pour montrer qu'il y a des femmes, mais oui. Derrière, en coulisses, il y en a beaucoup moins. En tout cas, pour ce qui est de la télévision, des chefs d'édition, des journalistes, tout simplement, qui écrivent des sujets, il y en a moins. En presse écrite, c'est le cas aussi. Donc, vous l'avez dit, hein, vous êtes toute seule. Mais à l'époque, est-ce que vous aviez, vous, des figures inspirantes, justement, des modèles féminins ? Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça un modèle, mais moi, j'ai grandi dans les années 80. Donc, il y avait Marianne Macot à la télé, à Téléfoot. Alors, elle avait une rubrique dont je déteste le nom, puisque c'était Crampon Aiguille. Cette association, moi, maintenant, m'ulcère, on va dire. Mais bon, à l'époque, j'étais plus jeune, je ne voyais peut-être pas comme ça. Mais quand même, c'était une grande pro, quelqu'un de très compétent, et malheureusement, à qui on a fait subir un traitement pour le moins misogyne. Elle en a entendu des vertes et des pas mûres. Et moi, peut-être, je me suis un peu construite en me disant, mais ça, non, avec l'envie de casser les lignes et de montrer qu'on pouvait faire ce métier-là sans être prise pour pour une bête curieuse ou pour la femme plante verte dont on parlait tout à l'heure, la femme alibi, celle qu'on pose là pour dire il y a une femme. Non. Et justement, quand on ne voit qu'une seule femme à la télévision dans ce rôle-là, est-ce qu'on se dit que ça va être plus difficile et qu'il n'y a qu'une seule place ? Je ne me suis pas dit ça, en tout cas. Moi, je n'ai pas eu cette réflexion, mais je pense et je crains que beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes femmes qui entrent dans la profession, qui auraient envie de faire ce métier, cette spécialité de sport, puisque c'est une spécialité, se le disent et se le disent encore parce qu'il n'y en a pas assez. Oui. Mais personnellement, non. Je ne me suis pas dit ça, non. C'était Est-ce que vous vous souvenez de vos premières expériences dans une rédaction de sport en tant que stagiaire ? Oui, très bien. C'était il y a prescription, donc je peux le raconter. C'était en 1994, ça date. J'étais au journal Sud-Ouest, rédaction de sport du journal Sud-Ouest. Bon, c'était un stage d'observation, plutôt une quinzaine de jours. Donc, dans ces cas-là, homme ou femme, on n'est pas forcément très, très occupé. On peut être laissé de côté.
Moi, on s'est vraiment pas beaucoup occupé de moi, et à part pour me proposer d'aller boire un verre et d'aller voir un concert ensemble. Donc ça m'avait un petit peu frappée. J'ai pas écrit une ligne sur les 15 jours, sauf sur l'enduro du Touquet, puisque je me suis battue en disant, bah voilà, moi je peux prendre le train, je payais pas le train, mon père est cheminot. Je peux prendre le train pour remonter dans le nord. Je peux couvrir l'enduro du Touquet pour vous, parler des candidats qui sont du sud-ouest, et j'ai pu faire ce reportage à mes frais, sans qu'on me... Enfin, il n'y en a pas eu beaucoup des frais, mais sans qu'on me demande quoi que ce soit, sans qu'on m'aiguille, sans qu'on me commente derrière le reportage. Voilà mon premier stage. Ouais. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Je crois que Sarah, tu l'avais vu aussi. Une rédaction, c'est un vestiaire. En 2020, Marie Portolano a sorti un documentaire intitulé « Je ne suis pas une salope, je suis journaliste ». Vous vous êtes reconnue dans ces témoignages ? Non, mais je suis pas... Enfin, par contre, je trouve que ce documentaire était essentiel. Mais c'est vrai que moi, c'est pas ma... J'ai de la chance, c'est pas ma réalité. C'est pas de la chance, c'est peut-être de la normalité. Oui, ça devrait, mais c'est pas la mienne. Moi, j'ai pas eu à subir de harcèlement, de choses comme ça. Il y a eu des petites choses, mais pas à ce niveau-là. C'est quoi des petites choses ? Des petites choses. Des propos sexistes. Ça, il y a pu en avoir, mais pas tellement. Non. Mais c'est plus quand j'ai commencé à la Voix du Nord à Valenciennes. Et j'ai par exemple un collègue qui m'avait dit à l'époque, mais de toute façon, toi, le foot, c'est même pas la peine d'y penser, parce que tu ne vas pas dans les vestiaires, t'as pas joué, t'as pas ta place. Ça, déjà, c'est quand même assez sexiste comme propos. Et sinon, non, moi, j'étais confrontée à des petites choses, pareil, à prescription, un entraîneur de foot que j'étais allée interviewer pour dépanner sur un club que je suivais pas à l'époque. Un quart d'heure avec l'entraîneur, un quart d'heure avec un joueur, et derrière, par contre, j'ai eu droit on cherche mon numéro de téléphone, on me contacte, on m'envoie des messages lourds, des choses comme ça. Ça, j'en ai eu un petit peu, mais ça n'a pas été mon quotidien. Et en rédaction non plus. Ça se passe bien. On m'a toujours poussée à faire du foot. C'était pas ma volonté, moi, au départ. Quand je suis arrivée au service des sports de la Voix du Nord, on m'a dit, bah, de toute façon, tu feras du foot. Je suis arrivée pour faire le basket, le hand et le volley. Et on m'a dit, tu feras du foot comme tout le monde, notamment l'été, quand les sports de salle s'arrêtent. J'ai fait du foot comme tout le monde. On m'a poussé, et il y a 3 ans, on est venu me voir en me disant bah voilà, maintenant on aimerait bien que tu bascules complètement sur le foot professionnel et que tu suives le RC Lens. Donc on m'a poussé. L'ambiance, elle est plutôt dans ce sens-là chez nous. C'est une chance, où ça devrait être normal. Donc j'ai pas eu à subir ce genre de choses. Alors parfois, il peut y avoir des blagues lourdingues en rédaction. Moi, j'y ai peut-être participé quand j'étais plus jeune. Je dois reconnaître qu'on n'est pas de la même génération. Moi, je suis un petit peu plus vieille. Et je pense que maintenant, je ne réagis pas de la même façon. Mes collègues ne réagissent pas de la même façon. Ils font attention. Il y a un peu plus de femmes. On a quand même des stagiaires, des alternantes aussi qui viennent. Il y a une ambiance, quelques jeunes pigistes aussi qui arrivent. Donc ils font attention. Mais moi j'ai peut-être participé, je le regrette, mais voilà, on va dire que c'était notre époque. Participer parfois, j'en ai rajouté sur les blagues, des choses comme ça, et c'était pas la bonne attitude, ça aussi de ma part. Mais voilà. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, vu comment ça se passe à la Voix du Nord, c'est l'importance de la hiérarchie. Plus on monte dans la hiérarchie, et ça vous concerne toutes les deux, moins il y a de femmes. Féminiser le pouvoir, c'est aussi un enjeu d'égalité homme-femme ? Oui, complètement. On a vu que dans les conseils d'administration, il fallait en passer par des quotas. Peut-être qu'il faut en passer par là, d'ailleurs, y compris pour les fédérations sportives, pour les conseils d'administration des clubs, etc. Ça vaut aussi dans notre métier, dans les rédactions, bien sûr. Ça arrive un petit peu, il y en a quelques-unes. À la Voix du Nord, on a une rédactrice en chef. Déjà, ça, c'était un gros progrès depuis assez récemment. Et 2 rédactrices en chef adjointes. On n'avait aucune femme auparavant. Donc, ce sont des choses qui avancent. Au niveau des services des sports, il y a quelques femmes chefs de service. On en a. À l'équipe, il y a des rédactrices en chef et rédactrices en chef adjointes. Elles ne sont pas très nombreuses, mais il y en a au moins une qui est passée par le Nord, Frédéric Galamé. Les autres, je ne les connais pas toutes, je ne suis pas à la rédaction de l'équipe. Mais ça, oui, effectivement, ça passe par là. C'est ce que disait Nathalie tout à l'heure. À partir du moment où il n'y a pas 30%
d'un genre dans un groupe, on n'est pas entendu. Ça vaut dans les domaines de pouvoir. Dans les programmes sportifs, les disparités de genre restent très prononcées. En 2023, le temps de parole des femmes, c'est environ 11%, et la part de femmes en plateau stagne autour de 20%. Et lorsqu'il s'agit de sport masculin, les femmes sont encore moins présentes. Je crois que vous travaillez aussi en école de journalisme. La réponse des recruteurs, c'est souvent qu'ils n'ont pas de CV. Comment ça se passe en école, justement, dans les spécialisations sport? Est-ce qu'elles sont présentes, les jeunes femmes? Alors, c'est compliqué. Alors, moi, j'interviens ponctuellement à l'école de journalisme de Lille, qui a ouvert une licence de pro de journalisme de sport. On en est à la 8e promo. J'y suis membre du jury et j'interviens de temps en temps. On a régulièrement, ce sont des promotions de 15. Jusqu'à cette année, c'était 1 ou 2 jeunes femmes dans les promotions. Et c'est même pas dans la promo que ça posait problème, c'était au niveau du recrutement. Précédemment, on avait très peu de candidates en fait. Donc forcément, il ne pouvait pas y avoir beaucoup plus de monde de recruter. Il y a un petit progrès cette année. On a eu 18 jeunes femmes sur les 56 qui sont arrivées à l'oral de ce concours, ce qui est un gros progrès. Et parmi elles, on en avait recruté 5 ou 6. Il y en a 1 ou 2 qui sont parties sur d'autres, qui ont fait un choix. Elles ont eu plusieurs concours, elles sont parties ailleurs. Elles sont 4 cette année. C'est un record à la 8e promo. J'ai l'impression qu'il y a quand même un déclic là qui se fait, mais il y a une prise de conscience qui doit se faire, une prise de confiance, surtout chez les jeunes femmes qui candidatent, parce que je pense que ce sont elles, moi peut-être à l'époque aussi, mais qui se mettent les barrières. Alors c'est c'est pas forcément conscient, il y a toute une éducation, toute une série de clichés, de stéréotypes de genre derrière, mais voilà. Les discussions à l'entête portent davantage sur les hommes que sur les femmes. 69% pour les hommes, 31% pour les femmes. Comment vous expliquez cette difficulté pour les femmes d'exister dans le récit du sport? D'abord, je vais demander à Sandrine et après, ce sera un peu plus précis pour toi, Sarah. C'est compliqué. Je pense que dans le récit, les femmes sont présentes de façon ponctuelle, je dirais, sur les grands événements. On va avoir des Jeux Olympiques à Paris. Sur les JO, on est bien content de compter le nombre de médailles en incluant les championnes, en racontant les histoires de championnes. Sur la longueur, effectivement sur des championnats féminins, c'est plus compliqué. Il y a beaucoup de choses. Ça peut être des raisons purement techniques aussi. Quelquefois, quand on voit comment sont filmées les rencontres féminines par rapport aux rencontres masculines dans certains sports, et le foot est un bon exemple. C'est catastrophique quelquefois. Donc encore faut-il avoir envie de regarder. Après, ça avance doucement. C'est comme la société. Je pense que ça avance très doucement. Il n'y a pas de quotas. Peut-être qu'il faudrait. Je ne suis pas une farouche partisane des quotas, mais peut-être qu'à un moment, il va falloir imposer un peu plus de diffusion, de présence des femmes dans le récit sportif, un petit peu plus, peut-être pour en arriver là. En télévision, en tout cas, il y a l'ARCOM, oui, le nouveau CSA, oui. Qui ne peut pas imposer de quotas, mais qui est très présent pour pousser, qui décompte et qui dit, vous, mauvais élèves, regardez, c'est ça. C'est comme ça, d'ailleurs, que j'ai pu avoir ces chiffres-là. Mais il n'y a pas de sanction pour autant. Non, il n'y a pas de sanction. Ouais, voilà, donc peut-être qu'à un moment, oui. il faudra en passer par là. Oui. Sarah, il y a une vraie spécificité par rapport au foot féminin. Alors déjà, juste pour rebondir sur la façon de filmer, je parlais avec Louisa Nessib-Kadamoro. Je ne sais pas si vous vous souvenez, numéro 10 de l'équipe de France, joueuse fantastique, et qui me disait qu'en télévision, elle ne supportait pas de regarder un match de foot féminin et qu'elle ne regardait pas non plus ces matchs à elle parce qu'elle avait l'impression de courir au ralenti et qu'elle, dans la réalité, quand elle jouait au foot dans sa tête, ça ne donnait pas ce qu'elle voyait à l'image. Et en fait, je lui expliquais aussi que c'est vrai, un match de garçons n'est pas filmé de la même façon, et tout simplement parce qu'il n'y a pas le même nombre de caméras, et donc c'est beaucoup plus difficile pour un réalisateur, et en fonction de la place de la caméra, ça va écraser plus ou moins, et donc du coup ça donne une sensation aussi de lenteur. Alors oui, une femme ne va pas plus vite qu'un garçon, mais quand même. Voilà. C'est par rapport à la comparaison entre les autres sports, Sarah, l'athlétisme, un 100 mètres féminin, ça passionne toujours.
On voit les chiffres, les gens, voilà, il y a un engouement autour. On en parle beaucoup aussi. Ça va être la même chose pour le tennis, avec notamment toute l'ère Serena Williams. Comment tu expliques cette difficulté pour le foot féminin à exister dans l'univers médiatique ? Je pense que dans les têtes, le football féminin, le football, pardon, est d'abord masculin. Donc il n'est pas féminin. Donc c'est pas naturel de voir des femmes jouer au football. En tout cas, en France, dans les mentalités, moi je le ressens comme ça. Alors que si on va aux États-Unis, où le football là-bas est d'abord un sport féminin, c'est normal de voir les jeunes filles jouer au foot. Et c'était l'inverse jusqu'à aujourd'hui, parce que ça commence un petit peu à s'équilibrer. Mais c'était l'inverse. Et voir un garçon jouer au soccer, comme on appelle là-bas, c'était encore compliqué. Enfin, c'était pas vu de la même façon. Donc je pense qu'il y a déjà des freins. Stéréotypes de genre aussi. Exactement, dès le départ. Donc c'est déjà un gros frein. Ensuite, je pense que peut-être que les jeunes filles aussi, comme l'a dit très bien tout à l'heure, hein, Madame la déléguée, c'est comme ça qu'on vous appelle, n'osaient pas aussi venir au football parce que dans les têtes aussi, c'était un sport de garçons. Donc il y a un problème sociétal, il y a un problème de mentalité. Déjà, c'est une des premières choses à faire évoluer, je pense, dans un premier temps. Et ça passe aussi par l'éducation. C'est l'intérêt aussi de ces tables rondes-là, mais pour les plus jeunes, multiplier peut-être ça dans les centres de formation, parce que ce sont des effets qu'on verra peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. On entendait Brigitte tout à l'heure qui parlait de son petit-fils. Voilà. Moi, je lui montre des vidéos de Lisa Zimouche, il faut noter, quand il me dit que les filles ne jouent pas au foot. Comme ça, il voit ce que c'est qu'une fille qui joue au foot. Ça marche toujours. Ou des vidéos de Louisa. Ça marche aussi. Est-ce que la performance, en revanche, est un levier ? Bien sûr, c'était le deuxième point que j'allais aborder. Il faut des résultats. En tant que femme, c'est comme ça. Le sport féminin a besoin de résultats, a besoin de médailles, a besoin d'une vitrine. Et c'est vrai que l'équipe de France féminine, on attend d'elle qu'elle brille et qu'elle ait des résultats. Malheureusement, c'est difficile, mais il faut qu'il y ait une médaille, il faut qu'il y ait des résultats, il faut qu'il y ait un titre pour que, je pense, ça donne un nouvel élan à la discipline. Et pour l'affluence surtout, parce que si on regarde les chiffres en revanche en télévision, les journalistes ont peut-être du mal à parler de foot féminin, mais en revanche, quand on diffuse finalement, parce qu'il y a eu des difficultés autour des droits de la Coupe du Monde féminine, il y a eu des records d'audience. C'est sûr, moi je pense que c'est spectaculaire quand c'est bien filmé, en effet, parce que je rebondis un petit peu sur ce que vous avez dit tout à l'heure, mais même moi, pour regarder des matchs de mes adversaires, c'est très compliqué. Même nous, heureusement, on a des plans larges, donc ça nous intéresse un petit peu plus, mais si on veut regarder un match de D1 féminine qui est filmé avec 2 caméras, c'est très compliqué. Je me mets à la place d'un spectateur lambda, donc c'est déjà un gros frein. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose, un message à faire passer ? Moi, j'avais un petit peu le même que Brigitte Thiebaud, c'est-à-dire oser pour les jeunes femmes qui auraient envie de faire ce métier, y compris pour suivre des équipes de foot masculin. On peut parler de foot masculin, si on parle aussi de sport féminin. On peut le faire et ça pose pas forcément de problème. Moi, je voudrais dire, et c'est pas parce que c'est le RC Lens et la fondation qui organise cette soirée qu'on n'a pas forcément de problème. Moi, ça se passe franchement avec le RC Lens, avec le LOSC également. Ça se passe très bien, c'est faisable. Il y a de la considération, il y a du respect. Les joueurs, le coach, les dirigeants, je pense, nous traitent exactement de la même façon que nos confrères. Les confrères savent aussi nous accueillir, il n'y a pas de problème. Quand c'est moi qui couvre le match, c'est moi qu'on appelle pour savoir dans quel système Lens va jouer, avec quelle composition probable. On m'appelle de la même façon qu'on appellerait un homme, donc ça se passe bien, ça peut bien se passer. Il n'y a pas que des cons, mais vraiment, moi j'ai vraiment pas de problème. Donc oser, il faut vraiment il faut le faire tout simplement. Et il y a juste si je peux me permettre, il y a quand même depuis 2021 une association qui s'est créée, l'association des femmes journalistes de sport, dans le même tempo d'ailleurs que le documentaire de Marie Portolano. On est 255. Je crois. 300 maintenant. 300 maintenant, j'avais pas les derniers chiffres, tu les as plus que moi.
y compris des étudiantes qui sont accompagnées aussi par l'association. Les journalistes même qui sont en poste sont accompagnés en cas de souci. Il y a un réseau qui se constitue. On parlait de sororité tout à l'heure, ça en fait partie. Et un annuaire surtout, parce que comme il n'y a pas de CV, là voilà. les CV sont Ils sont à disposition de tout le monde, donc mesdemoiselles, mesdames, osez. Est-ce que vous aviez des questions à poser à nos deux intervenantes? Eh bien, écoutez, merci beaucoup. On va passer à l'après-match. Avec les initiatives des clubs professionnels et associations pour lutter contre le sexisme. Et donc, je vais demander à Anouche Morel, présidente France d'Airgame2, de nous rejoindre, et à Jérôme Beleg, directeur communication et RSE de la LFP, de venir. Bonsoir. 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 Alors, je voudrais qu'on commence avec Anouche, présidente France d'Airgame2. Comment est né ce mouvement? Je voudrais qu'on revienne sur l'historique. Et quelle est la mission que vous vous êtes fixée? Alors, Airgame2 a été fondé en 2021 par un collectif de supportrices de football anglais de plusieurs divisions, et en fait basé sur le simple constat qu'on les embêtait encore trop souvent dans les stades, et qu'on remettait sans cesse leur légitimité à être là en question. Et en fait, elles en ont juste eu marre, que ce soit sur Twitter, que ce soit dans le stade directement. Beaucoup de sexisme, beaucoup de remarques et de la curiosité mal placée. C'était pas « Ah, pourquoi t'es là? À quelle occasion? Pour quel match ?» C'était « Mais pourquoi t'es là ?» Et en fait, elles en avaient juste marre d'être tout le temps questionnées sur leur amour du football, et limite on leur posait des quiz pour tester leurs connaissances footballistiques. Je pense pas qu'on ferait ça à un homme. Et donc la branche française a été créée fin 2022. Ça a été importé par Adrien, qui est ami avec une des fondatrices, Adrien Agnew-François, et voilà, on s'est développé assez rapidement avec l'appui de la Ligue, sans laquelle on n'aurait jamais pu faire cette campagne. Et voilà, justement, la campagne, on va en parler dans le cadre donc, de la Journée internationale des droits des femmes. Vendredi, la Ligue de football professionnel, en partenariat donc, avec l'association, a dévoilé une campagne pour mettre en lumière les supportrices. Je vous propose qu'on regarde. Que vous veniez au stade pour la première fois, ou que ce soit déjà votre deuxième chez vous, il est pour vous. Il est pour vous qui êtes là, qu'importe le temps, qu'importe le résultat. Vous qui adorez venir seul. Et vous qui ne vous déplacez jamais sans elle. Quand vous parlez mercato à la mi-temps, ou quand vous restez silencieuse à attendre le bon moment, il est pour vous. Chaque fois que vous refaites le match et que vous n'en perdez pas une miette. Et même quand vous passez votre temps debout, il est pour vous. Quelle que soit notre génération, ce siège, il est pour nous toutes. Parce que le 12e homme est aussi une femme, célébrons toutes les spectatrices des stades. Quel bilan vous faites tous les deux de cette campagne qui s'est déroulée ce week-end? Est-ce que vous êtes contente et content? Oui, au niveau de l'association, on est vraiment ravis, déjà parce qu'on a bénéficié d'une grande visibilité et donc de beaucoup de prises de contact de la part à la fois de personnes qui veulent rejoindre l'association, mais aussi des clubs. On est très satisfait parce que les 38 clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont relayé sur leurs réseaux sociaux la campagne, ce qui est assez rare, je crois. Et surtout, il y a beaucoup de clubs qui se sont mobilisés dans le stade, que ce soit des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, pour mettre des profils féminins en avant, que ce soit Merlux, la petite mascotte du FC Lorient, qui est incarnée par Colline, qui a 9 ans, qui a pris l'initiative elle-même d'écrire au club en leur disant « J'aimerais bien être mascotte, parce que vous n'en avez pas, est-ce que je peux l'être ?» Ils ont laissé cette place-là. Évidemment, vous avez vu à Bollard que les joueurs avaient été accompagnés par des jeunes filles exclusivement, et aussi des ramasseuses de balles. En fait, nous, on supporte à la fois la féminisation des clubs, mais aussi, des clubs, des stades, mais aussi la visibilité juste des supportrices de football. Jérôme. Ouais, c'est une super opération, et puis c'est une superbe histoire. Parce qu'en fait, avec Anouche, on s'est appelé en juillet dernier, je crois. Du coup, il y avait eu pas mal d'articles sur des problèmes. Des supportrices qui se plaignaient de comportements déplacés. Exactement. Donc, j'ai appelé Anouche.
J'ai dit, va falloir qu'on parle ensemble, qu'on discute. Et du coup, Anouche m'a expliqué effectivement l'assaut Her Game 2, comment elle était née au Royaume-Uni. Et je lui ai dit, en fait, il faut qu'on fasse la même chose en France. Et comment on va commencer? On va commencer en mars prochain. On va essayer de mobiliser toutes les parties prenantes du football pro. Et de semaine en semaine, il a fallu un peu de ténacité, mais aussi en fait beaucoup d'énergie. Et en fait, ce week-end-là, en fait, c'est la somme de toutes ces semaines, de tous ces mois d'énergie. Pour la petite histoire, je pense qu'il est là, je ne l'ai pas vu. Un très très grand merci à Benjamin Parot du RC Lens, parce qu'on ne l'a pas dit, mais nous on va vous le dire. Ce fabuleux clip, on l'a tourné ici. Un grand merci à Benjamin, parce que, encore une fois, quand je dis qu'il faut de la ténacité, c'est quand on fait ces opérations-là, on les fait avec beaucoup d'énergie, et il faut aussi des alliés, stratégie des alliés. Quand on fait ce clip, voilà, il y a des petites histoires, on a rencontré des petits soucis, et on se disait il faut absolument qu'on tombe dans un stade rapidement. Et j'ai appelé Benjamin, il m'a dit banco, on y va. Et du coup, ça nous a aussi beaucoup aidé pour en fait faire le clip. Et donc, ce qui est important en fait pour nous, en tous les cas côté LFP, c'est quand on travaille ce sujet, c'est d'écouter l'asso avec qui en fait on va travailler le sujet, pour que c'est de l'impact pour l'association, avant même que c'est un impact pour le football professionnel. Là, l'objectif, c'est qu'en fait, Her Game 2, dans quelques mois, quelques années, il y a un réseau d'ambassadrices extrêmement dense dans les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, pour que justement les filles prennent mieux leur place dans le stade, et puis qu'elles puissent y aller tranquillement comme un homme. Donc il s'agit de responsabiliser les clubs avec un message à Anouche, c'est que les femmes ne sont pas des plus 1. En effet, les femmes ne sont pas du plus 1. Les femmes ne sont pas que des mamans de jeunes filles ou jeunes garçons qui veulent être au stade. Les femmes ne sont pas le plus 1 de monsieur X qui est invité en loge VIP. Elles ne sont pas que des hôtesses. Enfin, en fait, les femmes ont le droit d'aimer le foot. Les femmes aiment le foot. C'est d'ailleurs le sport favori des femmes en France. On en a marre d'être mise en question quand on parle de notre amour du football. Et une femme dans un stade, elle est là très très souvent, la plupart du temps, parce qu'elle aime ça, et pas seulement en accompagnatrice. L'autre aspect, donc c'est celui qui est moins plaisant, évidemment, dans votre action, on a commencé à en parler, c'est que de plus en plus, la parole se libère concernant les violences faites aux supportrices dans les stades. Quels sont les témoignages qui vous reviennent ? Le dernier témoignage en date qui me revient, ça s'est passé, donc c'était à Rennes. C'est une jeune femme qui, pendant une célébration, son voisin de siège l'a prise en accolade comme ça, et en fait a juste plongé sa main dans son soutien-gorge pour lui attraper le sein. Je suis pas sûre que ce soit le bon comportement à avoir de façon générale, et encore moins pour célébrer un but. C'est une agression sexuelle. C'est une agression sexuelle. Et c'était la fin de ma phrase. C'est une agression sexuelle. Elle a eu très peur d'aller porter plainte. Elle a mis plusieurs jours à le faire parce que elle avait peur de prendre la parole, elle avait peur d'en parler au club, elle avait peur, entre guillemets, de se griller auprès du club, ce qui évidemment n'a pas été le cas parce qu'elle a été accompagnée par le club. Et en fait, ce sont des choses qui arrivent très souvent et qui ne remontent pas encore assez, même s'il y a une libération de la parole. On l'a vu dernièrement avec les palpations dans d'autres clubs. Ça commence à bouger, mais en fait, ce genre d'agression, il y en a toutes les semaines. Tout commence, on l'a dit tout à l'heure, aussi dans la cour d'école, souvent avec un ballon. Pas facile de se faire accepter quand on est une petite fille et qu'on aime le football. Ce sont des stéréotypes de genre qui commencent à ce moment-là. On parle beaucoup de l'élite, mais effectivement, ça n'a pas de sens si les petites filles, les femmes ne peuvent pas jouer ou n'ont pas leur place. Des études ont montré que des stéréotypes de genre sont parmi les principaux déterminants du choix de sport des jeunes filles, voire de l'abandon du sport. Quels sont les freins que vous avez identifiés du côté de la LFP dans l'accès, et même pour Anouche, parce que j'imagine que vous faites ce travail avec l'association, dans l'accès au football et au sport chez les femmes? Alors moi, je vais être honnête, nous, sur le côté pratique, c'est pas vraiment ce qu'on ausculte. Nous, c'est plutôt sur la fréquentation des stades. Parce qu'on est l'accès au sport, c'est ça aussi, du coup. Non, ce que je veux dire, c'est que nous, on va dire, plus dans l'industrie du spectacle que dans la pratique au quotidien de l'activité sportive. Donc aujourd'hui, en tous les cas, pour ce qui est de cette partie-là, il y a quelques années, on avait fait un
un sondage auprès des spectateurs qui disait, pour ceux qui venaient au stade, quel était le premier motif de satisfaction. Il y avait la sécurité qui apparaissait en premier. Et quand on demandait à ceux qui ne venaient pas au stade quel est le premier motif pourquoi vous ne venez pas au stade, c'était le stade est un lieu d'insécurité. Peut-être que ça participait certainement au fait que nos stades, et c'est toujours le cas, ne sont pas très féminins. Anouche, du coup, j'aimerais bien que vous nous parliez de votre expérience personnelle justement par rapport à l'autre pendant de l'accès au football. Alors sur comment moi je dans me suis la intéressée. pratique. Dans la pratique. Alors dans la pratique, moi, je vais vous raconter une anecdote parce qu'il y en a plein qui ont été racontées ce soir. Moi, je faisais quand j'étais petite, je suis de région parisienne, je faisais des stages omnisports au stade Charletti. Donc il y avait escrime, basket, athlétisme et foot. Et j'étais obsédée par le foot. Je voulais absolument y jouer. Et en fait, on m'avait aussi mis gardien, parce qu'on dit gardien, gardienne. Et en fait, il y avait j'avais 7 ans et il y avait un garçon, Pierre, qui était donc bien plus âgé que moi, 12 ans, il m'a traumatisée, j'ai 30 ans. En fait, il me dit, ah ouais, mais tu veux jouer au foot, vas-y, on va voir si tu sais vraiment jouer au foot et si tu peux arrêter la balle. Et il m'a mis un énorme shoot dans le ventre. J'ai plus jamais voulu jouer de ma vie parce que j'ai été traumatisée. Et en fait, encore une fois, on a voulu me tester, voir si je pouvais vraiment encaisser les coups, entre guillemets, alors qu'on parle de football, pas de boxe. Au-delà de ça, en fait, il y a toujours les stéréotypes de genre qui sont très très ancrés, en effet. Et il y a des femmes qui se disent pas que c'est à leur disposition, mais aussi parce qu'il y a un manque de communication, peut-être que ça commence à peine aussi à se faire sur comment on peut jouer, vers qui on doit se tourner, vers la fédération, le club local, etc. Et en fait, la lumière commence à être mise sur le football féminin professionnel. Mais il y a encore beaucoup de travail sur la partie amateur. Jérôme, directeur communication donc, et RSE de la LFP. Le RSE, justement, ça permet cette mise en lumière à un moment donné sur une problématique et vous vous servez du football et de son rayonnement pour changer les choses. Oui, la RSE, donc, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Ce qui est juste intéressant, c'est que cette définition, vous allez la retrouver sur le site du ministère de l'économie. Et pour moi, ça dit beaucoup, parce qu'en fait, souvent, la RSE, c'est du nice to have. Mais si c'est sur le site du ministère de l'économie que vous allez trouver la première définition de la RSE sur Google, ça veut dire que c'est peut-être un must-have. Et du coup, effectivement, ce qui est intéressant donc, dans la RSE, c'est comment une entreprise, de manière volontaire, va intégrer dans son activité le sociétal, le social, l'environnemental. En gros, va intégrer le développement durable dans ses activités, mais aussi dans ses parties prenantes. C'est pour ça que dans des entreprises classiques, on va vite sur la RH, on va vite sur les achats aussi en matière de RSE. Et nous, on a une chance, c'est qu'on travaille dans le football et dans le football professionnel. Donc c'est une chance, c'est une opportunité. Parce que, en tous les cas, ça c'est ma conviction, le football, c'est d'abord et avant tout un fait social total. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a des spécialistes du 4-4-2, il y en a qui savent exactement quel joueur va jouer, il y en a qui s'intéressent peut-être aux panneaux qui sont autour du terrain, et puis il y en a aussi quelques-uns, et enfin on est de plus en plus nombreux à se dire, en fait, le football, c'est un vecteur pour, en fait, avoir de l'impact auprès du grand public. On a une chance, ça génère énormément d'émotions, ça rassemble des millions de personnes. Néanmoins, soyons francs, c'est rempli de plein de contradictions. C'est-à-dire que, on le dit tout à l'heure, est-ce que c'est un cliché grossissant de la société? Je ne sais pas. Souvent, quand on parle avec des supporters, ils me disent « ouais », parce qu'on parle avec les supporters de pas mal de questions autour de la lutte contre les discriminations, ils ont pour habitude de me dire « mais le stade, c'est le reflet de la société ». Ben, je leur dis, en fait, dans un stade, en fait, tu as 8 hommes et 2 femmes. Donc, ce n'est pas franchement complètement le reflet de la société. Et aujourd'hui, en tous les cas, la perception qu'on a, nous, sur les RSE, c'est qu'effectivement, c'est encore une fois, il faut se servir encore de l'impact du football
pour travailler ces questions de société, mais aussi d'environnement. On n'est pas là pour en parler ce soir, ce sera peut-être l'objet d'une prochaine table ronde, mais il n'y a aucune autre activité que le football qui a autant d'impact sur la planète. Je pense qu'en fait, vous allez dans tous les pays, la porte d'entrée de la discussion, du dialogue, c'est le football. Mais ça va bien au-delà, encore une fois, de qui sera l'attaquant au premier match, au prochain match, pardon. Le football permet de se faire des amis assez rapidement, surtout quand on est une fille, c'est vrai. Hein. Et surtout, c'est une porte d'entrée aussi parce que aujourd'hui, et de plus en plus, ça j'espère que ça va continuer à être un peu plus le cas du côté des médias, c'est qu'effectivement 80 ou 90% des médias s'intéressent aux résultats, à la partie sportive, hein, c'est le cœur du réacteur, mais il y a une partie qui jusqu'à présent s'intéressait à l'économie, et j'aimerais bien aujourd'hui qu'il y ait de plus en plus de personnes aussi qui s'intéressent à ces aspects-là, parce que là on découvrirait aussi que le football, c'est un endroit où il y a beaucoup de richesses, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de dialogues, et il y a aussi beaucoup de projets à mener et qui sont déjà menés. Donc pas uniquement ce qui parfois peut être véhiculé de manière trop négative. Moi, une des campagnes qui m'a marquée, c'est celle contre les violences faites aux femmes. Vous avez été les premiers à être justement sur ce thème-là. Comment les différentes campagnes elles ont été accueillies dans les clubs ? Alors, comment on travaille ces campagnes, ce qui me permettra de répondre mieux à ta question. Aujourd'hui, à la Ligue, on a une direction communication RSE. On a tissé un réseau de référents RSE dans chaque club. C'est Fabien Simon qui est pour le RC Lens. Et en fait, en début de saison, on réunit tous les clubs sur un séminaire. On leur explique quels sont les thèmes sur lesquels on va travailler, quelles sont les journées dédiées sur lesquelles on va travailler. Et en fait, à la mi-saison, on fait un bilan de la demi-saison passée et on projette ensuite sur la saison à venir. Et ces référents RSE, tout au long de l'année, on les informe, on fait des visios sur tout un tas de thèmes. On peut même faire de la formation. Du coup, les clubs ne sont jamais surpris de ce qui arrive. Maintenant, sur toutes les campagnes qu'on mène, franchement, on n'a aucune difficulté à amener tout ce réseau de référents RSE qui nous sert de stratégie des alliés au sein des clubs pour expliquer, à telle date, en fait, tout le football professionnel va se mobiliser sur telle thématique. Et en fait, là, jouons la collectif. Hein, c'est notre hashtag pour les questions de RSE. Et je pense qu'aujourd'hui, pour les clubs, et même de plus en plus, comme le soulignait Nathalie, encore une fois, c'est plus c'est bien, ça va faire du bien à notre image, ça va être joli. Non, c'est au cœur en fait de notre dynamique, de notre territoire. Et donc, on n'a pas de difficulté à amener les clubs avec nous. Mais la complexité, et Anouche l'a bien vu, parce que je vous assure vraiment que les assos, quand on fait ces campagnes-là, elles ne sont pas à côté en train de dire ces gens, elles sont vraiment impliquées dans le travail. La grosse complexité, c'est qu'il y a 38 clubs. Donc en fait, il faut vraiment s'assurer que tout le monde va jouer le jeu de manière équivalente. Nous aussi, essayer de mettre en valeur un maximum de clubs, être en relation avec eux pour leur dire tu vas faire ça, ok, peut-être qu'on peut t'aider de cette manière-là. Et en fait, en construisant comme ça, on arrive à un résultat où finalement, on n'a pas de, on n'a pas de frein réel. Le seul frein qu'il y a, c'est qu'effectivement, la priorité, c'est quand même pour les clubs d'avoir un match, bien sûr de le gagner, mais il y a tout un stade à opérer. Et donc, en fait, les clubs, bien sûr, ils ont aussi tout un tas d'activités au quotidien. Donc, c'est comment essayer d'arriver avec un dispositif pas trop lourd pour eux et qui puisse le déployer et aussi qui puisse ajouter la touche locale. Nous, on est là pour lancer une machine. Maintenant, à chaque club aussi, en fonction de ses priorités, d'y ajouter ses spécificités. Anouche, du coup, j'imagine qu'avec cette campagne, aussi, l'association RQM2, elle a pris une autre dimension. Oui, totalement, parce que déjà, je suis là, par exemple. Donc, j'aurais pas pu rêver de ça il y a 6 mois. On n'aurait pas pu rêver de ça il y a 6 mois. On a reçu beaucoup de candidatures de jeunes femmes, de femmes plus jeunes ou moins jeunes, qui veulent rejoindre l'association en tant qu'ambassadrices de leur club, partout en France. Donc ça, c'est déjà, ça montre qu'on a touché notre cible. C'est ce qu'on voulait.
Maintenant, les clubs, il y a beaucoup de clubs qui sont aussi venus vers nous spontanément, dans le cadre de la campagne quand même, mais avec qui on n'avait jamais eu de contact, on n'avait jamais réussi à en avoir, et qui ont envie de faire des choses. Et peu importe le genre du référent ou de la référente RSE, c'est vraiment, il y a une envie très manifeste de faire des choses pour les femmes, pour les supportrices, pour le staff aussi, pour les mettre à l'honneur, parce qu'il y a des femmes géniales dans les clubs, vous le savez ici. Et en fait, on va pouvoir profiter de ça pour grandir. On va prendre le temps de le faire, toujours en travaillant avec la Ligue, évidemment, mais avec l'objectif que chaque femme se sente à l'aise dans tous les stades de Ligue 1, Ligue 2. Je viens de penser là, mais les joueurs dans tout ça, ils jouent le jeu aussi? Alors, moi, je regarde d'autres sports que le football. Et, je regarde du foot, mais je regarde les autres sports parce que ça m'intéresse. Et ce week-end, moi, j'ai été frappé par une image d'Oriane Pain, qui en F1 Academy est une pilote française. Avec Lewis Hamilton. Voilà, qui brille énormément, qui a fait 2 victoires, je crois, ce week-end. Et en fait, quand elle a gagné, au pied du podium, il y avait Lewis Hamilton pour la féliciter. Et en fait, c'est une image, moi, qui m'a marqué. Et on parlait tout à l'heure de rôle modèle. En fait, si les joueurs, les big champions, en fait, promeuvent le football féminin, ça va être un énorme plus. C'est une évidence. Et effectivement, il faut qu'aujourd'hui, les joueurs professionnels, sur cette thématique-là, avancent. Et un fait qui, pour moi, est assez important, c'est qu'avec l'essor du football féminin d'élite, bien sûr, il y a de plus en plus de clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 qui ont une section féminine d'élite, qui jouent en D1 ou en D2 féminine. Et du coup, dans les clubs, à partir même bien sûr des centres de formation, il y a les sections féminines. Et du coup, je pense que au fil des saisons, ça va être de plus en plus facile pour les garçons qui seront dans l'équipe de foot d'élite, de pouvoir s'afficher comme ça avec les filles sur les moments importants. Parce qu'encore une fois, là, c'est sûr qu'au quotidien, il n'y a pas de difficulté, mais pour parler au grand public, il faut des symboles. C'est-à-dire que c'est pas la vie de tous les jours, c'est de créer des moments où on va avoir le grand joueur de l'équipe qui va peut-être pouvoir aller voir, si c'est possible dans son agenda sportif, mais aller voir les filles, travailler avec elles. Peut-être qu'elles n'auront pas le temps non plus. Non, mais je parle par rapport aux gars qui disent souvent qu'ils n'ont pas le temps de faire ceci ou cela. Anouche, à quel moment vous pourrez vous dire, ça y est, on a gagné? Quand on n'aura plus besoin d'exister, quand l'association sera dissoute. Moi, je suis ravie d'être là ce soir, mais mon objectif, c'est qu'on n'ait plus à faire ce genre de colloque, qu'il n'y ait plus de problème de sécurité. Je suis très naïve, et c'est peut-être une vision très, très utopique, mais si on n'a pas de naïveté et pas d'envie, il n'y a jamais rien qui va avancer, en fait. Donc, on va bien s'entourer, on va prendre le temps de faire les choses, on va aussi à un moment solliciter les joueurs. C'est un autre chantier. Il y a déjà les joueurs du Girondin de Bordeaux qui avaient des maillots d'entraînement avec tous les prénoms des abonnés EES qui portaient donc à l'entraînement. Il y avait le nom de l'association dans le dos des joueurs de Saint-Etienne. On commence à créer le contact. Après, on essaiera d'établir le dialogue. Pour l'instant, ce n'était pas notre priorité. Dernière petite question. On en est où à la LFP? Parce qu'on parlait des instances tout à l'heure, en termes de parité. Alors, sur le conseil d'administration, aujourd'hui, il n'y a pas de femmes. Ça, c'est une réalité. Sur les salariés, c'est 2 tiers, 1 tiers. Vous avez vu une évolution? Parce que ça fait des années aussi que vous êtes à la LFP. Oui, je suis un ancêtre. En fait, oui, il y a une évolution. Après, ce que disait tout à l'heure Sandrine par rapport aux jeunes femmes qui viennent pas trop dans la branche, candidature, les branches sport du journalisme sportif, il y a peut-être nous des métiers, des endroits où on n'a pas beaucoup de candidatures filles versus des candidatures garçons. Voilà, c'est ça moi ce que j'observe de ma petite fenêtre. Mais après, je pense que la LFP c'est une entreprise de service. Donc on n'est pas comme un club de football avec toute la partie sportive. Donc c'est assez comparable en fait. Après, effectivement, le fait qu'on est dans du foot, c'est sûr que la part féminine était plutôt faible
et elle a tendance à grossir, mais à un rythme mesuré. Mais c'est pas forcément de la, de la mauvaise volonté. C'est aussi que parfois, on a encore ce phénomène où dès qu'on va poster une annonce, on va avoir 20 candidatures d'hommes contre une seule candidature fille. Mais il y a une volonté d'avoir envie d'avoir justement des candidatures aussi féminines, c'est ce que je comprends. Oui. Et d'ailleurs, Brigitte l'évoquait, par rapport au corps des délégués, quand tu es arrivée, tu étais la seule déléguée. Aujourd'hui, avec la direction de la Ligue, il y a un travail pour essayer d'en avoir davantage. Vous êtes 7 aujourd'hui. Donc, là-dessus, il y a un gros travail. Et puis, par exemple, demain, ça sera la 2e session. On a déjà fait une première session. On est en train de former tous les salariés à travers Colosse au pied d'argile sur les violences sexuelles et sexistes sur le lieu de travail. Voilà, c'est un exemple. Mais effectivement, en termes de parité, on n'y est pas encore. Alors donc du coup, si jamais vous recherchez un emploi dans le monde du football, ils recherchent à la LFP des femmes. J'envoie mon CV demain. Il est très humble parce qu'il a beaucoup de femmes dans son équipe. Oui, et des femmes formidables qui vont aider à contribuer au projet en plus. Et avec, alors du coup, je le précise, mais comme quoi des fois, on parlait de marrainage tout à l'heure, mais ce sont les actions, et puis de l'étoile de mer, j'en reviens à mon histoire, mais ce sont des actions personnelles qui peuvent aussi changer les choses. C'est-à-dire que vous vouliez recruter à un moment, vous cherchez un profil féminin, il m'a appelé. Donc je suis journaliste, donc normalement on garde des distances, on se dit ok, nous on ne veut pas trop faire de la com, mais quand même on a besoin de la LFP, ils ont besoin de nous. Mais il m'a appelé pour me dire voilà, est-ce que tu connaîtrais quelqu'un, un profil féminin, je cherche vraiment, il y a une volonté. Donc c'est un fervent féministe, il faut le dire. D'ailleurs, d'où vient cette fibre pour le RSE, parce que c'est vrai que là, on dépasse un peu parfois le cadre professionnel. Il est très engagé. On est d'accord, Anouche? Il est très, très engagé. Moi, j'aime pas trop parler de moi, mais je pense que ce qui est important, je disais tout à l'heure, c'est que, de mon point de vue, vraiment, le foot, c'est plus fort que toi. C'est-à-dire que, voilà, aujourd'hui, on est dans un milieu où, voilà, chacun, il y a un peu d'ego. Moi, j'ai la prétention de penser que le football est tellement fort que voilà, quand un pion s'en va, il est vite remplacé. Et puis, Nathalie l'a dit très justement, au fil du temps, ces questions-là ont été de plus en plus importantes. Donc moi, sincèrement, il y a 20 ans, ces questions-là, je ne m'en souciais pas vraiment. Je veux dire, à titre professionnel, je parle à titre professionnel. À titre personnel, j'avais un œil plutôt aiguisé, je pense, sur ce qu'est notre société, sur ce qu'est le football et sur un petit peu les travers qu'il a. Et c'est vrai qu'en fait, on a une succession de dirigeants, parce que là, je vais profiter un petit peu de l'espace qui nous est donné. Nous, LFP, Nathalie l'a dit tout à l'heure, mais on est plutôt habitué à avoir des tirs de Kalachnikov contre nous. Hein. Clairement, dès qu'on parle de la LFP, c'est en mal. Moi, je suis effectivement un dinosaure à la Ligue. J'ai connu d'abord Frédéric Thirier, qui a été précurseur sur pas mal d'actions qu'on appelait à l'époque des actions citoyennes. C'est quand même un président de Ligue qui pensait notamment sur la lutte contre les discriminations, qui avait des idées sur la manière dont le football pro pouvait aller sur d'autres secteurs pour donner de l'impact à ces activités-là. Et puis, bien sûr, il y a eu l'élection de Nathalie. Avec tout ce que Nathalie avait fait, elle a permis de structurer toute cette politique-là. Et ça a été l'accélérateur de particules qui, finalement, nous a permis de grandir très vite, de recruter des gens dont c'était l'ADN. À partir de là, il faut faire un peu de la mise en musique parce qu'on n'est pas une entreprise classique. On a un tel impact. Et donc, à partir de là, on a commencé à bien structurer. Et aujourd'hui, avec Vincent Labrune et Arnaud Rouget, on continue sur cette dynamique-là. Avec, il y a eu toutes les histoires de Covid, les histoires de Mediapro où ça a été extrêmement difficile. Mais malgré ça, en fait, aucun programme n'a été coupé et on continue sur cette dynamique. Donc, moi, l'expérience que j'ai là-dessus, et je le dis humblement, c'est que sur ces sujets-là, on en apprend tous les jours.
Et quand ça vient des dirigeants, ça va plus vite. Donc les questions de RSE, me semble-t-il, aujourd'hui, dans une entreprise, elles doivent être prises en main par le numéro 1 pour qu'ensuite ça ruisselle en dessous. Et si ce n'est pas le cas, c'est difficile de pouvoir ensuite avoir des vrais plans d'action. Donc c'est aux entrepreneurs, c'est aux chefs et chefs d'entreprise et aux chefs, enfin en tous les cas aux personnes qui sont vraiment responsables de prendre les manettes. Et d'autant plus que derrière, ce qu'on comprend, c'est que la LFP, grâce au RSE, est devenue sympa. Donc, il y a un travail d'image. Non, mais vraiment, sans rigoler, par contre, c'est vrai, il y a un travail d'image qui sert aussi aux entreprises. C'est pour ça que le RSE, on en parle aussi au ministère de l'économie, c'est sur ce site-là, c'est que c'est un business, il faut le dire aussi, mais c'est un business sain qui permet d'avancer et de faire avancer la société. Et surtout, en plus, qui permet, je rejoins Nathalie, qui amène de la performance. C'est-à-dire qu'au travail sur ces questions-là, ça amène de la performance en termes de ne serait-ce que de RH. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, si vous demandez à vos salariés de se poser sur des questions de société, sur comment l'entreprise pourrait avoir des programmes sur ces thématiques-là, c'est simple, mais vous faites du team building. Et puis vous découvrez aussi vos collaborateurs et collaboratrices sous un autre angle. Et en général, ça permet aussi, à une époque où il y a beaucoup de turnover sur certains postes RH, à certaines personnes d'être mieux valorisées. Et ça donne du sens aussi. Je vais laisser le mot de la fin, du coup, à Anouche. Alors, ça peut paraître gnangnan, mais c'est vrai, le collectif, c'est ce qui permettra de faire avancer les choses. Donc, je vous laisse vous adresser un peu à tout le monde. C'est sûr et certain. Le collectif Lance-Soi me l'a prouvé lors du tournage, d'ailleurs, je tenais à le dire. Donc, on a tourné la campagne ici. On a fait appel à uniquement des vraies supportrices de football passionnées, comme vous pouvez le voir en fait dans la séquence qui est dédiée au RC Lens. En fait, ce que vous ne voyez pas, mais nous, on a les rushs, j'espère qu'on pourra les retrouver, c'est qu'en fait, les filles étaient en train de chanter les corons et elles l'ont chanté pendant un quart d'heure en hurlant. Et en fait, il y avait toute l'équipe de tournage qui était abasourdie et qui, je pense, n'avait jamais vu ça. Et en fait, tout le monde est sorti pour voir ce qui se passait. En fait, c'était juste 15 filles qui étaient en train de chanter les corons. Et c'était hyper émouvant. Et j'ai envie de pleurer. Et c'était très, très émouvant. Et en fait, en s'entourant de personnes qui auront plus que la velléité de changer les choses, c'est sûr qu'on pourra avancer. Je remercie encore une fois Jérôme, parce que Jérôme, parfois, quand on avait des débats à propos d'agressions sexuelles ou d'accidents, de règles, de choses comme ça qui étaient liées aux femmes en réunion, en fait, il écoutait vraiment. Enfin, il nous laissait parler, en fait. Et il se nourrissait des expériences, des retours. Et en fait, il n'y a que comme ça qu'on peut travailler. C'est l'écoute. L'écoute est très, très importante. Et en fait, déjà, votre présence ce soir témoigne qu'il y a un sujet, globalement. Et on l'a vu ce soir, en fait, la force qu'ont démontré les clubs ce week-end, c'est qu'en fait, tous ensemble, ils ont créé quelque chose de très beau, aussi avec le collectif des diffuseurs, en mettant les femmes à l'honneur et en mettant des initiatives en place pour les femmes. Et en fait, on est sur un succès. Donc, on est ravis. Merci beaucoup à tous les deux. Il faut nous retrouver ces images et il faut les mettre sur les réseaux sociaux, absolument. Faut qu'on les retrouve. J'ai peut-être survendu un truc là, mais il faut que je les retrouve. Alors, juste pour finir, histoire que je ne sois pas la seule à avoir fait une bourde en parlant de Brest et tout, compagnie, Airgame2, c'est aussi avoir son maillot et communiquer sur son maillot. Quel club vous supportez, Anouche? J'ai entendu Charlie, forcément. Oui. Paris Saint-Germain. Ouais, c'est pour ça hier que je vous avoue, quand j'ai vu la campagne diffusée dans le Parc des Princes, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, tellement j'étais fière. Donc, et ça a été applaudi par les ultras en plus, ce qui est rare. Donc, non, j'étais vraiment ravie. Et oui, on est plutôt bien en ce moment, au Paris Saint-Germain. Voilà. Bonne ambiance. Donc, non, mais on va rester sur le sujet. Je vais être sur l'extra sportif. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Et du coup, je vais vous remercier d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette table ronde. Merci beaucoup. N'hésitez pas à aller voir nos intervenants, évidemment, si vous voulez continuer à échanger avec eux et que vous avez été timide parce que vous n'avez pas posé beaucoup de questions. Merci à tous et je vous souhaite une très belle soirée.